RDC est une et indivisible. Que la population répondante, c'est qu'il faut tout arrêter pour faire face à cette situation. Et que nous ferons de cette terre richement bénie un réel havre de paix, de prospérité et de progrès social. Cette sortie médiatique de l'ancien général des FARDC de la police, John Numbi, qui a remis un peu les pendules à l'heure, menaçant de faire appel, appliquer l'article 64 de la Constitution en cas de fraude électorale, rappelant même l'accord qui serait à la base de la prise de pouvoir du président Tshisekedi. Mesdames et messieurs, merci de nous faire confiance. L'actualité reste dominée donc par les processus électoral, la présidentielle, le 20 décembre. Donc tout le monde sera certainement ira certainement aller voter, mais sauf changement de programme, sauf changement de calendrier. Mais pour l'instant, la CENI y tient. Il y aura élection le 20 décembre 2023. Trois invités avec qui nous allons échanger sur cette sur cette question d'actualité, les challengers. Manik Sienda, bonjour, député de la rue, merci d'être avec nous dans cette émission. Merci beaucoup Dan, et en même temps je salue les téléspectateurs qui nous suivent en ces nets moments. Je salue également mes co-débatteurs avec qui nous allons parler de l'État sans état d'âme. Nous allons parler avec beaucoup d'altérité, beaucoup de tolérance, beaucoup de respect de point de vue de l'autre, mais surtout avec beaucoup d'amour et passion pour le Congo. Comme j'aime dire ces derniers temps, nous essayerons de mettre la patrie avant le parti. Parce que le Congo transcende au-delà de nos dimensions politiques, tendances, ségrégation politique, escalade ou collision verbale. Parce qu'au-delà de tout, nous tous, nous avons comme dénominateur commun le Congo. Beaucoup d'outsiders, comme on le dit, beaucoup des candidats qui n'étaient pas attendus, beaucoup de méconnus. Ça vous surprend? Ça ne me surprend pas, parce que la politique aujourd'hui, surtout dans le contexte congolais, c'est un jeu de nantis. Et ce sont des nantis qui se retrouvent dans ces calcans de candidats présidents de la République. Mais malheureusement, lorsqu'on essaye de catégoriser ces candidats, certains sont des sous-candidats. D'autres sont animés de la mauvaise foi. D'autres encore sont peut-être animés de ce que moi j'appelle de la sorcellerie politique, parce que je ne conçois pas pour un acteur politique qui a peut-être un parti avec de jeunes membres au sein de ces partis, mais de jeunes qui crèvent simplement parce qu'ils n'ont pas de fonds, ne serait-ce que pour financer les projets mineurs qui pourraient créer des opportunités de développement pour ce jeune-là. Malheureusement, c'est le chef du parti qui se donne le luxe de jeter ces 100 000 $ tout en sachant qu'il ne sera pas élu. Et ses membres de famille, et sa femme, ses enfants, et même ses plus proches savent que lui ne sera pas élu président de la République. Même lui-même, il sait au plus profond de lui qu'il ne sera pas élu, mais il préfère au moins jeter les 100 000 $ dans le panier de la CENI pour des raisons de prestige électoral. Merci. Moi, j'appelle ça de la sorcellerie politique. Pourtant, il y a de jeunes qui n'ont que besoin de 1 000 $, de 2 000 $, de 3 000 $, de 5 000 $ pour financer ces projets, surtout dans le cadre de l'entrepreneuriat. Projet dans le cadre de l'entrepreneuriat. Le financement pose problème de projets des jeunes. Monsieur Patrick Yalé, souvent que je reçois seul dans Face à l'opinion, aujourd'hui il revient dans Grande Tribune. Merci de prendre part à ce débat et bienvenue. Merci Dan, merci. Il m'arrive de faire des débats. Ah oui. Bien que je n'en suis plus très friand à cause du niveau, je dirais, qui laisse parfois à désirer. Mais je suis quelqu'un, un passionné des débats. Un passionné des débats. Et je crois que le débat sera à la hauteur au regard du casting qui a été proposé. Merci, monsieur Patrick Yalé. Surpris aussi par ces candidats qui, pour certains, n'ont jamais tenu un discours, on dira, discours public. Beaucoup de méconnus cette fois. Ça vous surprend? Vous avez tout dit.
certains qui n'ont jamais tenu de discours public. Cela va sans dire qu'il y a beaucoup de charlots. Je ne sais pas si ailleurs on peut voir pareille théâtralisation de la vie politique, où vous avez des candidats dont le profil n'est même pas connu du grand public. Un peu pour enjamber ce que venait de dire tout à l'heure Manix. Je ne peux pas comprendre, moi, qu'il y ait des gens qui sont dans l'entrepreneuriat, qui sont connus pour être des hommes d'affaires, mais qui tiennent mordicus à être candidats politiques, pour briguer un mandat politique. C'est des choses que l'on voit pas dans d'autres pays. Mais bon, la multiplicité des candidatures relève aussi, si on veut suivre une certaine logique, de la vitalité de la vie politique. Mais cela étant dit, des 24 candidatures, à mon avis, il n'y a que 4 candidatures sérieuses. Telles que si vous voulez qu'on entre déjà dans le vif du sujet. On va juste citer et puis on vous allons donner la parole à nous. Voilà. En ordre d'importance, il y a la candidature de M. Félix Tshisekedi, suivie de celle de M. Katumbi, après de M. Fayulu, et pour clôturer, de M. Mukwege. Les 20 autres candidats, de façon, vous les mettez tous dans les mêmes paniers, mais par ordre de croissance, c'est des candidatures de contestation, de plaisanterie, de matuvisme, d'ego démesuré. J'ai pas fini la litanie. D'accord. Mais je n'ai pas dit que toutes ces candidatures sont des candidatures qui ne valent pas la peine. Dans le lot, je peux ressortir quelqu'un comme Délice Sanga, qui est quelqu'un, je dirais, qui a de la consistance, mais dans le poids politique, dans le, je dirais... Ne reprenez pas le sujet, je vais revenir, vous allez... Monsieur Mike Diana, merci également de prendre part à cette, je n'appelle pas débat, mais échange. Bienvenue. Merci Dan, je salue également les co-débatteurs et les téléspectateurs de cette belle émission. Merci pour l'invitation. Vous êtes aussi surpris par la même question, surpris aussi par certains candidats que, je dirais même, vous ne connaissez pas. Surpris, non. Je ne suis pas surpris. D'ailleurs, je suis agréablement surpris parce que si ça ne tenait qu'à moi, je crois que moi, je m'attendais à beaucoup plus que 24 au regard du contexte. Si seulement on se limite à 24, je crois que pour moi, c'est une bonne surprise. Seulement dans la nature de chaque candidature, pour moi, c'est l'image un peu de ce que la vie politique représente chez nous. Très bien. J'ai l'habitude de vous parler de cette forme de politicocentrisme de la République. Ça veut dire que, venant de tous bords, c'est devenu l'élément central, l'élément d'attraction, l'élément sur quoi tout le monde jure. Et vous verrez que dans les candidatures, ils ne sont pas tous venus pour les mêmes objectifs. Quoique étant dans le processus électoral, il y a d'autres qui viennent avec des visées économiques. Je crois que dans le sujet, on aura le temps de pouvoir en parler. Merci beaucoup. On va donc le savoir. Monsieur Manik Yenda, je commence avec vous. 24 candidats, 24 personnes qui prétendent briguer la présidentielle, la présidence de la République. Alors, on va aller au cas par cas. Voyez-vous quelques-uns des candidats qui peuvent détrôner le chef de l'État, Félix Tshisekedi? Merci beaucoup. Je crois que vous avez bien présenté le nombre de candidats. C'est vrai, on parle de 24 candidats, on parle de 24 personnes. J'aurais bien voulu qu'on parle de 24 idées, de 24 visions, de 24 paradigmes de gestion pour l'État que l'on veut gérer tout en étant président de la République. Mais malheureusement, lorsque vous écoutez, dans la plupart des cas, le candidat qui se donne le luxe de postuler pour ce poste de magistrature suprême. Dans bien de cas, il y a des candidats qui ne sont là que pour critiquer le président actuel, qui sont là pour manifester leur haine viscérale à l'égard de ceux qui détiennent le bâton de commandement de la République, sans avoir une idée à la base. Voilà pourquoi moi je me suis toujours posé la question à l'égard de ceux qui s'opposent
au régime de Félix Tshisekedi, je me demande, on s'oppose finalement à quoi? Est-ce qu'on s'oppose au nom de Tshisekedi, aux vêtements de Tshisekedi, aux chaussures de Tshisekedi, à la peau ou à la taille de Tshisekedi, ou on s'oppose au modèle de gouvernance proposé par M. Tshisekedi? D'où la nécessité, effectivement, de pouvoir renverser un peu cette pyramide en termes de modèle de gestion de la République par des valeurs beaucoup plus claires et précises. Moi, je prône pour une opposition de gouvernance. C'est-à-dire que lorsque on s'oppose à M. Tshisekedi, par exemple, dans le secteur de justice, voilà le modèle de justice que nous proposons en tant qu'opposants ou en tant que challenger de celui qui gère le pays aujourd'hui. Très bien. Voilà pourquoi je vous dirais qu'au-delà des personnes, qu'au-delà des individus, qu'au-delà des profils dont chacun pourra étayer à sa manière, vous allez vous rendre compte qu'en termes des idées, il y a un vide total. Parce que si vous prenez quelqu'un comme Moïse Katumbi, par exemple, essayez seulement d'enlever le nom, essayez seulement d'enlever le visage et recherchez l'idée qui se cache derrière l'homme, vous n'en trouverez pas. Ne soyez pas... Vous prenez... Non, mais c'est mon point de vue. Ne soyez pas... Je regarde les candidats, je réitère le terme aussi mieux utilisé par Patrick Eyalé. Certains sont des ambitieux de mauvais goût. Des simples égos qui viennent avec l'idée de pouvoir se retrouver dans un réceptacle de partage de pouvoir au cas où les choses ne marchent pas correctement. Mais Patrick Eyalé avait dit tantôt qu'il est parmi les candidats sérieux, parmi les 4. Non, mais je respecte le point de vue de Patrick Eyalé. Mais seulement moi, Moïse Katumbi, je le vois dans un autre aspect. Est-ce qu'il n'est pas parmi les têtes d'affiche de cette présidentielle? Non. Il n'est pas parmi les... Non. Moi, je ne vois pas Katumbi comme tête d'affiche parmi le candidat. Vous savez, moi, je crois que par moment, il faut que nous essayons de balayer un peu ces traditionnalismes politiques congolais, où les gens pensent que pour être utile dans ce pays, il faut être président de la République. Regardez le contexte américain. C'est là où je voudrais faire un parallélisme avec Moïse Katumbi comme acteur de société, opérateur économique de renom et qui a même imposé son image au travers les affaires, au travers l'économie et non au travers la politique. Je vois Katumbi comme un Bill Gates. Et le Bill Gates n'a pas besoin d'être candidat président de la République pour imposer sa notoriété. Pas du tout. Et donc Katumbi n'a pas intérêt pour avoir une certaine considération de briguer la magistrature suprême. C'est un droit politique aussi. Parce que le Congo a aussi besoin d'un patronat de toutes les façons. Autant pour M. Mukwege. Regardez, ne serait-ce que l'attitude de M. Mukwege pendant un temps. Il a sapé sur sa propre crédibilité internationale, s'il vous plaît. Comment ça? Mukwege a craché sur, je vais dire, sur la valeur historique de tout un pays. Comment ça? Parce que le pays, tout un pays... Non, mais le pays comptait sur... Mais justement, parce que l'un des éléments de l'histoire de la République démocratique du Congo, c'est aussi le prix Nobel de la paix qui s'incarne par la personne des docteurs Denis Mukwege. Un prix Nobel de la paix n'a pas besoin des honneurs, au sens d'un candidat président de la République. Mais voilà un prix Nobel de la paix qui descend en deçà du standard moyen d'un homme qui peut bénéficier de sa crédibilité, tant sur le plan national que sur le plan international, à invectiver l'institution président de la République. Mukwege profère des insultes sur les animateurs des institutions de la République. Non mais je vous dis, regardez ses propos, il a toujours tenu depuis un temps un propos désobligeant à l'égard de l'institution président de la République. De la personne. Non mais malheureusement, de la personne, de son profil, de son... je dirais même de ses idées, parce qu'il a dit qu'il a 12 piliers. Non mais malheureusement, lorsqu'on parle du profil de candidat, au-delà de l'aspect politique, il y a cet aspect de la considération sociale, la confiance sociale. Il y a l'aspect de la probité morale. Il y a l'aspect ancrage populaire. Tout ça, ça fait partie, effectivement, de ce que nous appelons aujourd'hui le profil d'un acteur. Et donc, aujourd'hui, lorsque vous regardez tous ces acteurs politiques, encore que, je l'ai dit au prologue de mon intervention, certains candidats sont de sous-candidats.
Merci beaucoup. Et je veux vous le démontrer. Très bien. Vous prenez quelqu'un comme Matata, c'est un sous-candidat. S'il vous plaît, au deuxième tour de Vous parole. prenez quelqu'un comme Délice Sanga, c'est un sous-candidat. Au deuxième tour de parole. Et je vais vous le démontrer avec des faits et éléments précis. Merci beaucoup. Monsieur Patrick Yalé, je vous repasse la parole. Alors, candidat par candidat, quel est votre avis sur ceux qui veulent remplacer le président Tshisekedi? Pour répondre à Manix, la sérieuxité de la candidature de M. Katumbi, je ne la place pas au niveau de la valeur intrinsèque des idées que porterait l'homme. Non. Je la place dans le contexte de, je dirais, Popularité. une forme de popularité qu'a acquis le président de Mazembe, qui confond parfois qui confond parfois les rôles. Maintenant, cela étant dit, je reste dans ma logique je dirais, de différencier les chances des candidats à remporter cette magistrature. Pour moi, les 4 que j'ai cités ont, je dirais, une réelle chance. Ils vont en compétition avec bon espoir de remporter. Ça, c'est la première... Ça ne vous surprendra pas que M. Fayoulou soit élu, Katumbi ou encore Mukwege. Vous ne serez pas surpris? Non, je ne serai pas surpris parce que ils ont, je dirais, ils vont avec la prétention de gagner, contrairement aux autres qui sont là pour des raisons diverses. Mais les 4 précités, ils vont avec la prétention de gagner. Mais pas que. C'est ça maintenant, je dirais, le pompon de l'ironie. Parce que autant ils ont des atouts pour gagner, autant ils sont dans la logique de la contestation. Parce que ne croyant pas en eux-mêmes. Alors qu'ils ont les atouts de remporter. Mais ils posent les jalons de la contestation. Parce que, comme je l'ai dit, il y a une espèce de doute qui les envahit. Il n'y a qu'à les entendre parler. Quand vous prenez quelqu'un comme Fayolo, il dit, tant que le fichier n'est pas audité, il ne présente pas sa candidature. Du reste, vous avez ces aficionados qui disent « Ah, aigle, visionnaire ». Dans l'entretemps, rien ne se fait. Il pose quand même sa candidature. Les mêmes gens « Ah, aigle, visionnaire ». Vous voyez un peu cette espèce de bouillabaisse où on ne sait même pas ce que l'on veut et ce que l'on recherche et ce que l'on revendique. Donc, et d'ailleurs, à son niveau, aller aux élections, aller briguer la mandature suprême sans faire déposer la candidature de ses députés, c'est vraiment une farce, c'est vraiment pour rire, parce que la législature, ce quinquennat, nous a montré suffisamment qu'on ne peut pas diriger ce pays sans majorité. Sans majorité. Ça veut dire, c'est ce qu'il fait, c'est comme je dirais, des envies d'enfants qui, ne sachant pas la difficulté des choses, demandent aux parents tout ce qui lui passe par la tête. Je veux ceci, je veux cela, donnez-moi ceci. S'il était conséquent, il ne pouvait pas s'hasarder à faire plomber les candidatures de la députation de son parti pour ne se présenter qu'en nom providentiel seul qui va être président, mais pour diriger comment? Pour diriger comment? Il reste quand même un des prétendants sérieux à cette élection. Sa sérieuxité repose dans le fait qu'il a été le challenger principal de M. Tshisekedi. Et il a acquis une autorité qui a été fabriquée, par les autres. Merci beaucoup. Non, permettez-moi. Par les autres qui ont mis derrière lui une machine. Il y avait cette machine médiatique qui est généralement, je dirais,
tenue par M. Katumbi, qui avait mis à disposition de M. Fayolo cette machine médiatique composée de certains correspondants notoirement connus ici, à l'image de celle qui fait beaucoup de bruit pour le journaliste qui a été malheureusement interpellé pour des faits assez graves, et d'autres médias encore. Il y a un autre correspondant qui avait un peu... Nous allons retenir qu'ils peuvent battre le président Tshisekedi. Non, on va retenir que c'est des candidatures qui sont plus ou moins sérieuses par rapport à d'autres candidatures. Maintenant, si je veux parler, pour finir, parce que Manix a parlé des idées. Grande a été ma surprise d'entendre le candidat Mukwege prendre la parole, interviewé par TV5, et parler de quelque chose qui lui tient à cœur. L'introduction de la notion du genre. Vous prenez la parole, interviewé pour une première fois, après avoir déposé votre candidature à la magistrature suprême, vous faites état de ce qui vous préoccupe pour le Congo. Et en première position, ce qui traverse l'esprit, ce qui empêche Mukwege de dormir, c'est le fait que la notion du genre n'est pas, je dirais, introduite dans la société congolaise. C'est là ma grande surprise. Que cette notion du genre soit celle qui est appliquée ici, comme ses soutiens les disent, je veux bien. Est-ce qu'il a tort? Déjà, quand la Constitution donne un quota aux femmes dans la représentation des mandats électifs, est-ce qu'il n'est pas respecté? Dan, comprenons-nous bien. La promotion du genre, ça veut dire... Non, il y a une différence entre faire la promotion du genre telle que nous la connaissons et parler de l'introduction de la notion du genre. Parce que, cher Dan, il y a en Occident une évolution de ce concept. Il y a une évolution. Où voulez-vous en venir exactement? C'est Où clair. voulez-vous en venir exactement? Parce qu'il y a des sous-entendus dans votre discours. Non, je n'ai pas de sous-entendu. Moi, je suis clair. Et j'ai été aussi, je dirais, je suis resté sur ma soif. Quand il a pris la parole pour la deuxième fois, pour répondre à ce qu'il a considéré comme des attaques, le président, quand il a parlé, M. Tshisekedi, il a cité deux faits. Il a cité un candidat de l'étranger, il a répondu sur cet aspect de choses, et le président a dit que le Congo n'avait pas un souci d'orientation sexuelle. Mais sur ce sujet, M. Mukwege n'y est pas revenu, alors qu'il est au fait que son intervention, parlons de l'introduction de la notion du genre, a prêté à confusion. Maintenant, vous semblez ne pas comprendre cette autre notion. Cette autre notion, en quelques secondes, cette autre notion du genre qui est véhiculée par les Soros, par le président Macron, par les gens de la gauche, avec qui M. Mukwege a des liens de proximité avérés. Cette nouvelle notion du genre consiste à dire que la famille ne peut composer d'un papa, d'une maman et des enfants. La famille est composée de deux messieurs qui ont des enfants, de deux femmes qui sont parents, qui ont des enfants, de quelqu'un... Non, monsieur Dan, il faut que les Congolais... J'ai compris. On a compris. Vous avez compris. Vous avez compris, mais il faut que les Congolais dans son ensemble mesurent l'ambiguïté, la perplexité. En termes simples, c'est la promotion de l'homosexualité. En termes simples, c'est la promotion des valeurs qui ne sont pas les nôtres. L'homosexualité, le transgenre, voilà. C'était ça sa préoccupation. Ce qui empêche beaucoup de dormir la nuit. Je reviens vers vous, c'est ça. Le fait que cette notion ne soit pas suffisamment ancrée dans cette société congolaise. Non, mais ça sera tout de même étonnant qu'ils le disent explicitement comme vous le dites. Mais bon. Moi, je voudrais bien, je voudrais bien qu'il précise sa pensée. Moi, ça m'apaiserait. Parce que ce n'est pas d'aujourd'hui. Ceux qui me connaissent savent que je suis je dirais, très engagé contre ces valeurs venues de l'Occident qui nous pervertit. Merci beaucoup, monsieur Patrick Eyalé, analyste. Alors, monsieur Diana, je vous donne aussi 6 minutes, comme les autres. Faites-nous votre analyse des différents candidats à la présidentielle. Est-ce qu'il y a, en dehors du chef, est-ce qu'il y a un qui est un prétendant sérieux à ce poste, un candidat qui peut sérieusement remplacer le chef? Merci pour la question. Il y en a 24. Est-ce que vous êtes resté dans
cette liste restreinte établie par Patrick Eyalé, je comprends, mais s'il faut aller dans ce sens-là, moi je vais intervertir l'ordre. Si je pars sur l'ordre établi par Patrick Eyalé, sur la notion de, allez, disons la popularité, même si je reste convaincu que la popularité n'a rien à voir avec l'électorat. On peut être tout autant populaire, mais n'avoir pas suffisamment de pôle pour transformer cette popularité en électorat. Ça, c'est une autre chose. Mais je rentre dans... sur l'aspect électorat, je crois que s'il faut intervertir l'ordre, je mettrai Katumbi avant Fayoulou. Ah, il est très fort. Je mettrai Katumbi avant Fayoulou. Pourquoi? Mais j'ai mis Katumbi avant Fayoulou. Hein. Bon, peut-être c'était un lapsus. Il est très fort, l'homme de Fayoulou Katumbi. avant. Non, j'ai mis Katumbi avant Fayoulou. J'ai mis Katumbi, Fayoulou, Mukwege. Bon, c'est peut-être un lapsus. J'ai entendu Fayoulou. Donc, en gros, s'il faut rentrer même dans la logique de l'occupation, parce qu'il ne faut pas oublier, dans le processus électoral, ici, on a le seuil à des niveaux. Si on va dans la représentativité, Katumbi a quand même un regroupement politique un peu plus compact que Martin Fayoulou. Martin Fayoulou, au-delà de ça, il a perdu de son jus parce que il passe aujourd'hui auprès de l'opinion pour quelqu'un d'incohérent. Au regard de quelques éléments évoqués ici par Patrick Eyalé, il n'a pas su consolider la notoriété qu'il avait acquis, qui a fait de lui le challenger principal de Félix Tshisekedi lors des élections de 2018. Moïse Katumbi, c'est plutôt en interne. Quand il faut aller dans le fond, c'est là où vous ça voyez pose Katumbi challenger, d'ailleurs Tshisekedi. Non mais regardez, je vais vous citer. Je n'ai pas l'habitude de croire au sondage parce que c'est devenu un feu de paille. C'est devenu un outil de communication pour le politique, surtout chez nous, qui font du mimétisme avec les autres. Mais il y a 2 sondages, moi, à qui j'accorde 70% de bénéfices, de crédibilité. Il y a Le Point et Grand Oeil. Quand vous regardez les sondages, vous verrez qu'à chaque fois, Katumbi arrive avant Fayoulou. Ça, c'est une certitude. Et regardez les CD, c'est un pandémonium, si je peux me le permettre. Donc, en gros, quand vous regardez les candidatures, je pouvais même élargir. Je peux mettre un 5e. Augustin Matata Poney. Je vais faire simple. Je commence par la fin. Le problème avec lui, c'est que, un peu comme les 2 autres, un peu comme Mukwege, un peu comme Fayoulou, il a bénéficié du soutien des grands parrains, la communauté internationale, mais qui ne voit pas en lui quelqu'un qui peut briguer la présidentielle. S'il est là, c'est pas, oui, si c'est là, c'est pour des raisons de la cause politique. Se rendant compte que finalement, il est pourchassé judiciairement, même dans la manière des faits, vous verrez que cette candidature est allée précipitamment et très vite. Et au fond, je crois que ça pouvait être un candidat. Si on mettait d'abord de côté les profils, on prenait leurs projets, leurs idées, quand il avait... si vous me laissez, je vais faire comme ça. Je commence par évoquer quelques faiblesses, et puis je dis ce que les hommes représentent en termes d'idées. Matata Poney, c'est quand même... plus que... Laissez-moi commencer par là où j'étais. Je dis que dans la forme, cette candidature n'est pas venue dans l'idée de pouvoir vraiment aller dans le sens de pouvoir briguer la magistrature suprême, mais de pouvoir contrer ce qu'eux considèrent comme étant des attaques politiques. Et aujourd'hui, je peux le dire, que l'opinion le sache, au regard du contexte. C'est-à-dire que la candidature de Matata Poney, c'est pour des raisons de... Vous pouvez faire la conclusion à la fin, pour gagner mes 6 minutes. J'ai entendu, j'ai 6 minutes, je vais faire ça très rapidement. Donc en gros, l'opinion doit retenir qu'il est possible que cette candidature-là, au niveau de la Cour constitutionnelle, soit réquisée. Pourquoi? Du fait qu'il fait l'objet des poursuites judiciaires aujourd'hui. C'est vrai? Oui, mais il est possible, tenant compte de l'issue de ce procès. Si ce procès n'est pas encore à son terme... Je dis bien, c'est une possibilité. Okay. C'est une possibilité que le fait qu'il soit indexé par la justice pour des faits aussi graves de gestion, qu'il puisse être évincé à ces niveaux. Si je rentre dans la candidature, le 4e, Denis Mukwege, je crois que je vais faire un lien très important et que les Congolais doivent le savoir. Denis Mukwege répond à un schéma pour moi. Okay. C'est quoi le schéma? Moi, j'ai suivi plusieurs fois, l'homme disait ne pas être intéressé par la politique plusieurs fois. Mais le changement soudain des décisions et de manière très rapide prouve à suffisance, et surtout quand on connaît la plupart des fois les réunions où il a pris part pour pouvoir faire changer, faire évoluer cette position-là. Aujourd'hui, c'est établi comme le candidat de l'Occident. Pourquoi le candidat de l'Occident? Parce que... Par qui? Oui, mais par l'Occident. Non, non, s'il vous plaît, on n'a jamais vu autant. C'est-à-dire, dans le sens politique, la décision qu'il a prise
a été la résultante de plusieurs consultations. Je ne vais pas citer plusieurs émissaires qui sont arrivés ici, qui se sont rués vers, non pas Pandi en tant qu'hôpital, mais vers Denis Mukwege. Vous parlez des informations de l'ombre ou des faits Je parle de fait, tout le monde. publics avérés. Quelle structure il a rencontré? Donnez-nous plus de détails, comme ça on saura aussi où nous situer. Quand vous dites que c'est 5 Ces détails-là, j'ai passé autant de semaines, je suis passé sur ces plateaux à 2 fois. Je citais, si vous voulez, le premier émissaire qui représente un grand groupe, c'était François Hollande. Rencontré ici, j'en ai déjà parlé, je pas dit, et puis je ne peux pas aller très loin parce que je vous ai dit, peut-être moi je suis encore journaliste, je suis respectueux de l'éthique et je sais jusqu'à quel niveau je peux y aller, mais si vous voulez qu'on entre, on peut aller vous donner des détails. C'est-à-dire, au-delà de ça, c'est une candidature. La preuve, on n'a pas pris le temps de pouvoir créer une dynamique interne autour d'un candidat. Je vois très mal, dans le contexte électoral congolais, amener un candidat à 2-3 mois de la présidentielle. Jusqu'avant, il y a 1 mois, personne ne s'imaginait des candidats à président de la République. La question, c'est pourquoi. Je vais faire un raccordement avec le deuxième sujet. Je vais vous dire qu'il y a un schéma derrière. Et c'est force de ce schéma-là que vous voyez Martin Fayulu qui était... Schéma de l'Occident. Martin Fayulu qui voulait se rétracter du processus électoral, a vite couru vers le processus. C'est parce qu'il a eu vent d'un schéma qui s'établit. Quitte à aller, l'homme s'est permis même de se fourvoyer. C'est-à-dire aller dire des choses pour la première fois. Je parais connu Martin Fayulu lors de son point de presse parlant de la forme de la République. Quand il explique qu'on était dans un régime présidentiel, il a raconté des histoires gauche. J'ai dit... Merci beaucoup, monsieur. Non, mais j'ai fait le calcul avec toi. Je finis. Maintenant, quand vous rentrez dans ce 3-là, dans ces 4-là, j'ai parlé de Moïse Katumbi, qui est, à mon sens, dans la liste, le deuxième. L'homme bénéficie d'une dynamique interne favorable. Katumbi. Mais le problème, c'est que c'est ce que nous, on appelle, c'est l'effet placebo. Quelqu'un qui a pris le soin de travailler suffisamment son image dans d'autres domaines de la vie, où il a excellé comme dans les affaires. Mais la preuve, je vais vous donner la résultante. C'est que quand vous regardez le background de sa carrière, ses débuts, vous avez en tant que gestionnaire d'institution, merci. 2 années après sa gestion, vous vous rendez compte qu'on s'est rendu compte que c'était de fait de paille. Le gouvernorat, ou le meilleur gouverneur que nous avons dit au fond, on s'est rendu compte que c'était un travail d'image. Merci beaucoup. Et que dans le fond, il n'y avait vraiment pas rien. Ce qui fait qu'aujourd'hui, les gens finissent par comprendre qu'il est beaucoup dans l'image que ça. Mais au-delà de ça, il a quand même acquis une notoriété avec sa formation politique. Merci beaucoup. Vous ne pouvez pas déchiqueter sur la candidature de Félix Tshisekedi. Bon. Alors là, Alors, monsieur Mani Kiyenda, un prétendant sérieux. On se réveille, je ne sais pas moi, à la date qui est prévue pour... on va consulter le calendrier électoral, on se réveille à la date de la publication des résultats. Le vainqueur, qui est publié par M. Kadima, c'est une autre personne que le président Tshisekedi. Voyez-vous, parmi ces 24, un des candidats qui peut surprendre tout le monde? Je pense que dans un contexte électoral, il y a des évidences sur lesquelles on ne peut pas discuter. Ne faisons pas de la magie électorale. C'est-à-dire quelqu'un, comme l'a dit Diane, à qui on a fabriqué pendant 3 mois, parce qu'il a l'envie de briguer la magistrature suprême, et qu'il postule, et que demain, on voit Mukwege élu président de la République. Par quelle magie? Par quelle magie? Le contexte électoral a ses évidences, je les réitère, effectivement, parce qu'il y a la question de l'électorat. Et cet aspect, on le prépare pendant un temps. De tous ces candidats, malheureusement, vous allez voir que dans la plupart des cas, plusieurs candidats se sont improvisés dans la période préélectorale. Quel est le travail en termes d'ancrage politique? En dehors des outsiders, les méconnus, ceux qui sont les plus connus. Non, mais quel est le travail que Mukwege a fait sur le plan d'ancrage politique pendant cette durée de 5 ans pour briguer la magistrature suprême après? Quel est le travail en termes d'ancrage politique que Matata a fait dans une durée de 5 ans pour briguer la magistrature suprême?
Ils se sont toujours montrés très critiques envers la gouvernance du président. Non, mais justement, or, ce n'est pas le fait d'avoir des critiques pointues à l'égard du président de la République que le peuple jettera son dévolu sur le candidat. Non, pas du quand tout. vous critiquez, vous avez aussi des idées mais encore, contraires à ce que vous voyez qui sont en application. Effectivement, vous ne pouvez pas critiquer quelqu'un sur un aspect précis sans être capable de proposer une recette contraire. Ben voilà, Non, mais malheureusement, les de élections tout ce sont le candidat- moment idéal pour proposer leurs idées, leurs recettes. Non, mais Comme vous malheureusement, le dites. malheureusement, ces candidats-là ne proposent aucune recette. Si, ils ont- Regardez leur discours. J'ai suivi M. Moïse Katumbi au Congo central. Autant pour, je crois, Denis Mukwege revient sur le même terme, où il critique Félix Tshisekedi comme un président qui ne donne que de promesses. Ces gens-là, ils pensent que le peuple congolais est dupe. Mais en dehors du fait que tu sois président en exercice, tout autre candidat, j'ai bien dit tout autre candidat, n'ont que de promesses à faire au peuple. Lorsqu'un candidat vient avec son projet de société ou son programme de campagne, comment on peut appeler cela si ce n'est pas une promesse? Est-ce qu'on peut être candidat dans un contexte électoral sans pour autant faire de promesses à votre peuple? C'est-à-dire déjà dans ce discours de critique, Peut-être que là, vous- il y a de l'irrationalité, Peut-être que il y là, a de l'incongruité. peut-être que Et là- le peuple le comprend. Là, vous n'arrivez pas au niveau où ceux qui disent qu'il y a des promesses, ils seraient en train de penser qu'il y a des promesses qui, en fin de compte, ne sont pas réalisées. Non, mais le problème, c'est que ici, nous sommes dans un contexte de politique de diabolisation, de politique de make-up, de politique des levures. Mais il y a quand même eu des promesses, beaucoup de promesses. Non, monsieur mais Magnifique. malheureusement, ils ne reviennent pas sur ceux qui sont réalisés. Puisqu'on parle de l'électorat, regardez, je ne reviens même pas sur cette question des erreurs politiques de certains candidats. Peut-être que je le ferai dans l'autre prise des paroles. Mais du point de vue de l'électorat, on sait que la population congolaise est composée à 65% de la catégorie des jeunes. de jeunes. Encore que le même jeune, dans un contexte électoral, du point de vue de l'électorat, ont plus de 70% de l'électorat congolais. Et dans ce jeune, vous trouverez des étudiants, vous trouverez des élèves, surtout au niveau de 5e année et de 6e année, etc. Mais vous allez voir qu'aujourd'hui, Tshisekedi, dans son mandat de 5 ans, il a réussi à avoir la confiance d'une couche dans le lot de jeunes qu'on appelle les En étudiants. quoi faisant, monsieur Magnifique? Non mais les étudiants, est-ce En que quoi les faisant? étudiants aujourd'hui, Concrètement, est-ce que non qu'est-ce qui a été fait pour cette mais jeunesse? aujourd'hui, concrètement, non mais objectivement pas. puisque je parle des étudiants congolais, Oui. vous voulez me dire que l'université de Kinshasa, autrefois considérée comme la Bon, plus attendez, grande Nous parlons non, mais nous parlons de laissez-moi la quand même République finir démocratique aussi. du Congo. Non mais qui a l'université de 2 Kinshasa, millions- c'est le miroir. qui a 2 345 000 km², beaucoup de villes, beaucoup de territoires, 145 territoires. Vous n'allez pas situer toute la jeunesse dans l'université de Kinshasa, simplement dans un coin de l'ouest de la RDC. Est-ce que vous savez pourquoi dans le mandat de M. Tshisekedi, les étudiants congolais ne se sont pas permis de descendre dans la rue et de créer la rupture contre Tshisekedi? Parce qu'ils savent que le président Tshisekedi pose des bases pour la restructuration générale de l'État. Et il le fait sur chaque secteur à des proportions bien déterminées. Et donc aujourd'hui, cette question de l'électorat, nous devons le travail. Je prends le volet, s'il vous plaît. Chutez, Non mais malheureusement, vous m'interrompez à tout moment pour me demander de chuter. Pourtant, je m'en vais pour chuter. Je prends les secteurs de l'éducation. Est-ce que vous savez, en termes d'impact social, l'effet pour le gouvernement congolais de récupérer la charge financière qui autrefois pesait sur le dos des parents et d'en assumer la responsabilité? Parce que déjà, avec la gratuité de l'enseignement primaire, nous avons 3 conséquences positives. L'augmentation en termes d'accès de nombre d'enfants dans le circuit de scolarité primaire. On parle de plus ou moins 4 millions d'enfants, au-delà du nombre qui existait déjà. Merci. Et on parle de la prise en charge de plus de 600 000 enseignants sur toute l'étendue du territoire national.
Merci beaucoup, monsieur. On parle Manix. des infrastructures scolaires créées. On parle de la réduction sensible du taux d'analphabétisation dans notre pays. Ça, ce sont des impacts qui peuvent répercuter sur le plan électoral. Sur le plan Parce électoral. que dans un contexte électoral, l'électorat se prépare au travers l'action, l'attitude de celui qui veut devenir président de la République. Merci beaucoup, monsieur Manix Yenda, député de la rue, mais vous n'avez pas postulé. Alors, monsieur Patrick Yali, Tshisekedi, le président Tshisekedi, est-il les candidats favoris de cette élection? Oui ou non? Pourquoi? À cette question dont la réponse ne souffre d'aucune ambiguïté, j'aimerais rebondir sur une question que vous avez posée à Diana en voulant savoir si M. Mukwege était le candidat de l'étranger. Oui. Ok. Depuis 1960, l'Occident, principalement 3 pays, les États-Unis, la France, la Belgique, se sont toujours affairés pour avoir un pion, pour avoir un proxy, pour avoir, je vais Là, reprendre... c'est une analyse personnelle que vous Ce n'est faites. pas une analyse personnelle, c'est Vous ne des... vous basez pas sur des faits Non, non. avérés. Si vous me Parce que laissez, les faits sont, si vous me laissez on dit les cheminer, faits sont sacrés, si vous me laissez, le commentaire est libre. si vous me Et laissez dans cheminer, cela, il y a des analyses. vous constaterez, sans me poser des questions, que je suis factuel. Ok. Lumumba a été, je dirais, je ne ferai pas de détour, a été liquidé parce que il ne satisfaisait pas à la volonté des étrangers, notamment des 3 pays cités. C'est de l'histoire, c'est connu. C'est connu que Mobutu était un choix de la CIA, qui l'a formé, qui l'a placé et qui a voulu qu'il soit président. Et quand la CIA, quand les Américains n'en ont plus voulu, ils ont envoyé M. Bill Richardson pour lui dire qu'il n'était plus leur choix, qu'il devait partir. C'est de l'histoire, c'est des faits. Et ils ont misé sur Mzé Kabila. Ils ont misé sur Mzé, sur proposition de leur homme à tout faire de la région, M. Kagame. C'est de l'histoire. C'est de l'histoire. Après, quand il y a eu ce qu'il y a eu un certain Louis Michel qui a chaperonné le 4e président de la République. Il l'a pris sous son aile et l'a amené en Belgique pour qu'il soit adoubé. Après, il y a eu discorde entre M. Kabila et les Occidentaux. Il y a eu ce qu'il y a eu. Donc, les 3 pays cités se sont toujours immixés dans le choix des non-dirigeants. Il va de soi qu'ils sont dans la démarche d'une continuité, à avoir un dirigeant qui leur servirait de... En d'autres termes, donc le président Tshisekedi... qui leur servirait de pantin, pour reprendre l'expression utilisée jadis par M. Fayoulou. Je ne citerai personne. Le chef de l'État n'a cité personne, mais il y a un candidat qui s'est senti personnellement visé. Je ne sais pas pourquoi. Le chef de l'État a dit qu'il n'était pas question que l'étranger nous impose un candidat comme il en est de coutume. Mais bizarrement, des 23-24 candidats, un seul s'est senti piqué. Maintenant, parlons de celui qui s'est senti piqué. Comme l'a dit Manix, Mukwege. on vous posera la question de savoir quel est l'appareil politique qui l'accompagne. Même de nom. C'est quoi son regroupement? C'est quoi son parti? Le Congo est un continent. Il a un regroupement. Il a un regroupement. Non, dont même le nom n'est pas connu. Preuve de l'insuffisance de la préparation. AECRN. AECRN. Vous avez bien fait de retenir, parce que la fois passée, je vous ai posé la question, et en bon journaliste, vous avez pris le temps de fouiller. Je vous en remercie. Mais cela étant dit, il y a un regroupement qu'il a créé il y a à peine 2, 3, 4 mois. Faut-il maintenant que cet appareil soit constitué des hommes que je dirais implantés dans les régions et les provinces du pays en termes de relais,
Parce que le Congo, depuis toujours, le vote est socialement tribaliste. Sociologiquement tribaliste, allais-je dire. Sociologiquement tribaliste. Sociologiquement tribaliste. La candidature, l'élan de la candidature est d'abord poussé par votre fief naturel, qui est la province d'où vous venez, d'où vous êtes ressortissant. C'est là où on fait le plein de voix. Sud Kivu. Pour lui, il s'agit de Sud Kivu. Mais malheureusement pour lui, ce n'est pas un leader incontesté et incontestable dans le Sud Kivu. Il a affaire à des personnes qui ont des partis, qui ont de l'ancrage dans le Sud Kivu. Bati, Caméré, Paloukou, Oui. et tant d'autres. Ils sont nombreux. Ils sont nombreux. Donc, ils ne coiffent pas là-bas. Quand vous ne coiffez pas dans votre fief naturel, vous partez... Y a-t-il pas une chance qu'il fasse surprise? La chance existe. La chance existe. Mais il ne fera pas le plein de voix. Il y aura un contrepoids. Là où il est difficile d'imaginer qu'un quelconque candidat fasse le contrepoids, par exemple, au Kasaï. Tshisekedi, je ne vois C'est pas... Sanga, par exemple. C'est Sanga. Non. Je ne l'ai même pas mis dans les lots de ceux qui sont en pole position. C'est Sanga, il aura même du mal. Bon, je ne veux pas être extrémiste, mais je pense qu'il sera encore député. Et bien que je donne je dirais ma préférence à le principal challenger, Honoré Mvula, que je salue ici. Maintenant, vous m'avez un peu perdu dans le fil de mes idées. Vous parlez du candidat de l'étranger. Non, j'avais déjà évolué, j'avais déjà dépassé cette étape. Je parlais des relais dans les provinces. Où j'ai dit que, d'ailleurs, d'abord lui-même, en tant que candidat président, il n'a pas le plein de voix au Sud Kivu. Là où Tshisekedi va faire le plein de voix dans les Kasaï. Okay. Là où Tshisekedi a de relais pour lui apporter des voix dans son fief à lui, le Sud Kivu. Je clôt le chapitre Mukwege, j'ouvre le chapitre Katumbi. Est-ce que vous aurez le temps en 1 minute qui vous reste? Si vous ne coupez pas assez souvent, je pourrais avoir ce temps. Terminé en 1 minute. Le challenger, pour moi, c'est M. Katumbi. Katumbi, comme je l'ai dit, il a 2 atouts. Il a su, je dirais, asseoir une machine, son parti, qui est implanté ça et là. Il a, je dirais, avec lui, cette autre machine médiatique, composée des médias français, qui, on le sait tous, roulent pour lui. Ce sont là ses principaux 2 atouts. Mais vous noterez avec moi que tous les 23 candidats se sont présentés eux-mêmes. Et se sont prêtés au jeu des questions et réponses. Le seul à avoir fui cet exercice qui est de coutume, c'est M. Katumbi. Là, j'entre pleinement dans les faiblesses du monsieur. Qui, comme je l'ai dit abondamment, et ça m'a valu des menaces. Merci beaucoup. Le monsieur, mis seul, devant, je dirais, l'opinion, il ne sait pas structurer une quelconque pensée. Toutes les langues du monde. Merci beaucoup. Que les gens ne pensent pas que je fais ici, je glorifie ici le fait de savoir parler français. Dans toutes les langues du monde, le monsieur a des insuffisances. Mais là, ce n'est qu'un accessoire. La minute s'est épuisée déjà. Le gros lot qui constitue, son talon d'Achille. À M. Mike. Qui constitue son talon d'Achille. Merci. C'est que M. Katumbi s'est beaucoup régionalisé dans l'espace Katanga et plus largement dans l'espace Swahiliphone. Mais malheureusement pour lui, il aura un contrepoids de taille. Merci beaucoup, M. Patrick Kiaï. Avec vous le permettez dans 30 secondes, les différentes notabilités katangaises qui sont dans l'Union sacrée. Mais aussi, avec ce qui est remonté dans la surface, c'est qu'a dit Diana, le feu de paille qu'a été sa gestion. Un exemple. Merci beaucoup. Un exemple seulement. L'aéroport de Lualaba d'aujourd'hui
et l'aéroport de Lualaba sous Katopi. C'est des exemples qui montrent à suffisance qu'on nous a vendu du vent, du pipeau. Merci beaucoup. Mais vous n'avez pas répondu à ma question, celle de savoir en quoi le président Tshisekedi est favori. Mais vous y reviendrez. Vous y reviendrez. Vous y reviendrez. Monsieur Mike, dites-nous. J'ai posé la question de savoir si le président Tshisekedi est favori, oui ou non. Et pourquoi? Merci pour la question. Je crois que le calcul est simple. Si vous prenez dans le 5 de tête que moi j'ai établi, je vais vous expliquer le faiblesse de... Je ne comprends toujours pas pourquoi vous avez rajouté un 5e. Bon, heureusement, il faut demander à Dan d'en faire une question. S'il y a un 5e, moi je mettrais ces Sanga. Non, moi je comprends. Vous mettrez ces Sanga. Je vous comprends. Maintenant, c'est que entre ces Sanga et Matata, si sur l'approche institutionnelle, quelqu'un peut avoir des éléments à brandir au-delà de promesses, c'est Matata, pas ces Sanga. C'est Sanga de la consistance, oui, mais Matata départ vers lui quelques éléments de gestion qu'il peut mettre en avant, qui peut lui valoir une certaine fédération que c'est Sanga. Et dans la consistance, je ne pense pas aussi que c'est Sanga en a plus que Augustin Matata. Donc, oh là là. Oui, ça c'est un point de vue. Ça c'est un point de vue. Donc en gros, à ces niveaux-là, je vous ai parlé de ses faiblesses. L'absence dans l'espace géopolitique congolais, l'absence justement des états-majors, et aussi l'absence même de la fédération au niveau de Kindu où il est. Parce qu'il ne faut pas oublier, là où il est, il partage bilan dans certaines zones avec les gens comme, comment il s'appelle, celui qui est en prison, le proche de Moïse Katumbi. Moïse Kadela qui a gardé, il y a Emmanuel Ramazani Chaleri qui garde une certaine poche, donc il y a quand même une bonne discussion là-bas, même s'il part favori. Mais au-delà de sa région, à Kinshasa, c'est quasi presque rien. Et pour ça, je ne vois pas comment il peut gagner. Parce que, je rappelle un principe, depuis la nuit des temps, depuis qu'on a commencé cette marche vers le processus électoral, aucun candidat n'a pu gagner la présidentielle seul. Ça n'existe pas et ça n'a jamais existé. Il faut des alliances. Mais quand vous regardez derrière ces gens-là, ils sont dans la providentialité. C'est ça la plus grande faiblesse. Je vous ai cité la faiblesse de Denis Mukwege. Pour moi, je pense qu'il répond à un calcul en mode sous-marin. C'est pourquoi on peut justifier, on peut se permettre d'amener un candidat ou d'amener sa candidature à 3 mois des élections. Donc, Martin Fayoulou a perdu de son jus. Il est je ne vais pas utiliser. En fait, c'est... Il vit dans le passé. Dans les scénarios de la publication, vous voyez qui venir en seconde position? J'avais déjà dit Moïse Katumbi à la limite. Moïse Katumbi, ça je l'avais déjà dit. Et bien je vous ai expliqué aussi les faiblesses, pourquoi il ne peut pas gagner. Je rentre dans les faits réels. Je vous ai dit ici que dans le contexte congolais, personne ne peut gagner les élections seul. C'est une question d'alliance et de représentativité parce que, comme j'ai l'habitude de le dire, le Congolais est clanique dans son prisme électoral. Le Congolais vote d'abord sociologiquement sa base. Chez lui, quelqu'un en qui il s'identifie et puis peut faire élargir son vote. Quand vous regardez dans la cartographie, le Congo a un floating vote estimé à près de 40% des indécis, mais qui généralement s'attache aux fibres communautaires. Ouais, communautaire. Et quand vous regardez cela, regardez ce que Félix Tshisekedi a déjà mis en place. Dans le Kasaï, il ne faut pas y aller. Mais quand vous regardez dans le nord, dans les 3 agglomérations, il a autour de lui les 3 grands leaders qui ne souffrent d'aucune contestation. Jean-Pierre Bemba pour ceux du Nord, Guy Loando pour ceux du Sud, et dans l'Oubangui, Jean-Lucien Boussa. Si vous allez du côté Est, n'en parlons pas. De tout le bord, il a Vital Kamerhe, il a Mboussa Niamouissi, il a Bati Lukwebo. J'y vais. Peut-être qu'il y a un élément que vous ne décrivez pas. Les Congolais ne votent pas que les personnes de leur terroir, la communauté. Ils votent aussi ceux qui répondent à leurs désirats, à leurs besoins. Ce n'est pas le seul élément sous base desquels ils votent. L'autre là peut constituer une pesanteur. Je vous explique. Ça peut constituer une véritable... Je ne pense pas que vous devez en faire un élément absolu de vote, du choix des candidats. Je ne pense pas que ça doit être un élément absolu. En fait, c'est un point de vue. Ce que j'aime avec vous, c'est que vous avez beaucoup d'imagination. En fait, quand je vous parle de ça, regarde, c'est quoi la difficulté? Le Congo, depuis 2 années, vit ce qu'on appelle une crise de politique. Il y a toujours un goût d'inachevé, un sentiment de pas accompli. C'est ce qui fait que dans la notion du vote de Congolais, c'est rétracte. C'est ça la base. Quand vous dites pas aussi quelqu'un qui réponde oui, mais quelqu'un qui répond à quelle proportion?
Le Congo est un vaste chantier où le peu de réalisations que vous pouvez faire se heurte justement à la taille de ce qu'il faut faire. J'ai l'habitude de le dire, j'ai dit aux gens, on a à la limite près de 500 ans de retard. Ce qui fait que dans ce goût d'inachevé, le Congolais a tendance à se rétracter. C'est ce qui justifie justement c'est le caractéristique dans le choix des votes. Ce qui fait que le Congolais a tendance à vouloir voter d'abord quelqu'un qu'il connaît. Ah, ça c'est quelqu'un de la maison. Par espoir que celui-là, s'il là, moi j'aurais aussi, par affinité. On n'a pas dit que c'est le seul élément, parce que si c'était le cas, aujourd'hui, Tshisekedi ne serait pas favori. Ce qu'on te dit, on parle dans les fondamentaux de l'électorat. Et puis on reviendra sur ce que l'homme a fait pour pouvoir jouir de cette position de favori. Dans la cartographie, j'ai tendance à expliquer, dans l'Est, il a presque les agglomérations, les grands notables qui peuvent haranguer, qui peuvent mobiliser, qui peuvent entraîner des foules. Si vous allez dans le Grand Bandundu, n'en parlons pas. C'est vrai que c'est le fief de Fayulu. Vous vous rendez compte qu'aujourd'hui, Mbosso Nkodi est devenu un challenger sérieux. Mbosso. Oui, il est devenu un challenger sérieux, dans capable le de mobiliser. Dans le Grand Bandundu. Et c'est chez moi, je peux vous le dire, je connais quelque chose. Donc vous voyez, un peu partout, et dans le Katanga, à défaut d'avoir Kabila comme allié, à défaut d'avoir Katumbi comme allié, il y a autant de notables en interne qui aujourd'hui, notamment l'actuel Premier ministre, je doute fort de ses capacités de mobilisation. J'ai l'impression qu'il est beaucoup trop mou, mais j'espère qu'avec les forces qu'ils ont établies avec Fifi Masuka et les autres, dans l'ensemble, pourront mobiliser pour Félix Tshisekedi. Quand vous regardez dans cela, vous vous rendez compte qu'il paraît le plus préparé à sa propre succession. Le président Tshisekedi. Oui. Maintenant, si tu ajoutes à cela, c'est vrai qu'on ne va pas dire que les choses sont roses, mais dans le sens où il a l'avantage d'avoir géré. Mais quand c'est lui qui a géré, qui vous amène des éléments probants, en face de lui, l'offre n'est pas adaptée, il annule les efforts. La preuve, Denis Mukwege arrive avec les 14 piliers, il parle de questions de rupture, il est déjà en contentieux avec Konsa Mutamba qui l'accuse de plagiat. Ça, c'est autre chose. C'est pour vous dire, et dans le Congo, quand il s'agit de parler, on risque tous de se retrouver dans les mêmes éléments de langage. Ça, c'est autre chose de manche. Donc, en gros, si vous voulez poser la question, pourquoi il part favori, c'est parce que, au regard de ce que je vous ai présenté, et aussi parce que, dans le rapport politique, c'est lui qui gère, a toujours été dans la position du victime, parce que toi, au moins, tu as des faiblesses sur quoi les autres peuvent s'attaquer, alors que les autres viennent avec des promesses. D'accord. Mais malheureusement, l'offre en face semble ne pas suivre. Les gens qui pouvaient constituer une offre favorable l'ont pas fait jusque-là. Martin Fayulu qui devrait se servir de ces 5 ans pour constituer non seulement un discours, mais c'est donner une certaine dynamique pour prouver à suffisance, palier par palier, où sont les faiblesses et où lui pouvait remédier. Et rester dans le passé, se renfermer et se montrer un peu plus incohérent. Merci beaucoup, Monsieur Mike Diana. Manik Sienda, aujourd'hui, si les candidats de l'opposition se mettent ensemble, en désignant un candidat commun, est-ce qu'il n'y a pas de chance qu'ils battent le président Tshisekedi? Je doute fort. Je doute fort. Je vous ai dit au début que le résultat électoral ne s'improvise pas. Il y a des calculs politiques qui doivent jouer afin de gagner les élections. J'ai beaucoup apprécié le schéma qu'a présenté Diane lorsqu'il nous détermine le plus de chances et des possibilités pour que le président de la République soit le plus favori dans les différentes zones de la République. Effectivement, cela dit tout en termes des calculs électoraux. Parce que dans le grand Équateur, du fait que vous avez déjà un Jean-Pierre Bemba à côté, et Guy Luando aussi à côté, c'est un atout pour que le président Tshisekedi gagne les élections, ne serait-ce que dans la partie Grand Équateur. Fayulu, Mukwege, Katumbi, Matata, Sesanga se mettent ensemble. Ils désignent un candidat. Il est fait rancant. Déjà, ça ne sera pas possible. Ça ne sera pas possible. Il pouvait bien le faire, bien avant les élections. Et déjà, vous avez vu le petit carré des 4 têtes qui, malheureusement, n'a pas marché. Pourquoi? Parce que les politiques n'ont pas pu fédérer leurs ambitions politiques. Vous croyez que Martin Fayulu cédera
la place à monsieur, je dirais, Moïse Katumbi ou encore le docteur Denis Mukwege. Je ne pense pas. Donc il ne faut même pas compter sur ça. Moi, je l'ai toujours dit et je le répète, s'il y aura deux champs. L'atout majeur du président Tshisekedi, c'est sa représentativité au sein de l'Union sacrée au niveau national. Ça, c'est un aspect. La représentativité politique au sein des sons. C'est l'atout majeur. Pas majeur. C'est la base. C'est la base. Au sein de son regroupement politique qu'on appelle l'Union sacrée de la nation, parce que ce regroupement regorge de grandes têtes qui représentent un certain ancrage dans leur coin respectif. Déjà, ça, c'est un acquis. Mais de l'autre côté, il y a aussi la qualité de gouvernance qu'a proposé M. Tshisekedi, tout en gérant le pays. Parlons de la gouvernance des provinces. Parce qu'aujourd'hui, en temps normal, les véritables challengers de Félix Tshisekedi auraient été Joseph Kabila si il avait quand même participé à cette compétition électorale. Parce que Joseph Kabila, comme candidat président de la République, opposerait à Félix Tshisekedi la qualité de sa gestion dans les différents secteurs de la vie nationale. Et les débats seraient un débat de gestion dans chaque secteur. Mais malheureusement, Joseph Kabila n'est pas partant. Mais qu'à cela ne tienne, on peut toujours regarder Tshisekedi, ne serait-ce que par la manière de gérer de Joseph Kabila. Ça aussi, c'est un point. Matata a été Premier ministre pendant, je dirais, 4 ans et demi. Non, mais Matata est dans le lot de Joseph Kabila. C'est les régimes de Kabila. Mais les 5 ans de Félix Tshisekedi, les 18 ans de Joseph Kabila, lorsque vous essayez d'établir ce qui est fait pour le bénéfice de Congolais, ce qui est fait en termes de progression, ce qui est fait dans chaque secteur de la vie nationale, je crois qu'à ce point, le débat est très clair. Comment ça? Tshisekedi a beaucoup fait. Non mais on vous a dit, le Lualaba d'aujourd'hui, ce n'est pas le Lualaba d'hier. Aujourd'hui, sous les régimes de Félix Tshisekedi, en 5 ans, nous sommes en train de construire 4 aéroports internationaux en sus de ceux qui existent déjà. Vous me rappelez la question de Congo Airways qui aujourd'hui ne fonctionne pas. Non, mais malheureusement, vous ne voyez que les non, aspects. C'est une question. Voilà, ça Ils sont déjà arrivés. Et si vous prenez dans ce volet transport, vous savez ce qui est fait, ne serait-ce que dans ce domaine de transport. En sus de bus Transco qui ont été achetés par le régime de Joseph Kabila, Tshisekedi en a créé combien? Les étudiants qui autrefois manquaient un problème de mobilité pour assurer les déplacements des étudiants, ces transports des étudiants est assuré. Le prix de passeport, le prix de billets d'avion pour le déplacement de Congolais. Est-ce qu'on peut le comparer la question au régime on en parlera. de Joseph Kabila? Je dis non. Vous prenez les secteurs de l'éducation. Terminez s'il vous plaît, 1 minute. Non mais malheureusement, Dan, il faut nous laisser présenter le côté positif d'un candidat parmi les 23 candidats pour faire voir à la population congolaise que Félix Tshisekedi Azananou, comme je le dis tout le temps. Effectivement, Azananou, parce que Tshisekedi a présenté un paradigme clair en termes de gestion de la chose publique de l'État. Et d'ailleurs, vous savez que dans un contexte électoral, il y a des points très sensibles à l'égard du peuple que l'on considère comme l'électorat congolais. Et parmi les points, il y a la question du Rwanda, que le peuple essaye de regarder avec beaucoup d'attention. Et aujourd'hui, dans ce contexte du Rwanda, Félix Tshisekedi est le seul à avoir battu record. Non, mais Félix Tshisekedi est le seul acteur politique avec son regroupement politique qui dit non à Kagame. Dire non à Kagame dans ce contexte d'agression rwandaise contre la RDC. Vous l'avez déjà entendu. Vous parlez des chefs d'État qui ont dirigé le pays. Non, mais je parle d'un candidat qui exerce le pouvoir aujourd'hui et qui aborde un point sensible par rapport à la population congolaise. La question du Rwanda. Tshisekedi est le seul qui s'accroche à la position du peuple contre l'agresseur qu'on appelle le Rwanda. On y revient. Vous m'avez beaucoup interrompu. On y revient. Non, pas du tout. Et j'ai eu peu de temps. Non, pas du tout. Monsieur Patrick Yali, parlons-nous du président Tshisekedi. En dehors de ce qui a été dit déjà par vos co-débatteurs, en quoi il représente le candidat le plus sérieux à cette élection?
Non, c'est celui qui a le plus de chance. Parce que quand vous présentez ça comme c'est le candidat le plus sérieux, c'est comme si dans notre entendement, Il y a tous que les lui et autres là ne sont pas sérieux. Non, moi je place le débat dans les intentions de vote. En France, il y a des instituts de sondage assez crédibles qui font le sondage et à la fin, la fourchette est respectée. Il y a eu différents sondages. Depuis un moment, même des sondages informels qui sont faits sur Twitter placent toujours Félix Tshisekedi en gagnant. Même des sondages réalisés par des personnes proches des adversaires politiques de Tshisekedi. Ils s'y sont essayés plus d'une fois. Les résultats ont toujours donné M. Tshisekedi gagnant. Tous les sondages. Tous les sondages. Il est gagnant dans les sondages des maisons traditionnelles. Il est gagnant dans les sondages qui sont faits par les réseaux sociaux. Il est gagnant dans les sondages sur terrain. Le dernier en date, c'est lors du dépôt de candidature. C'était un sondage. Et les images... Sondage Twitter. Non, Non, le Sondage, dépôt, la popularité, naturel. l'échantillon. En termes d'échantillon, de ceux qui sont venus accompagner C'est le seul candidat le qui dépôt. a On peut drainé la dire, foule. mais on a vu qui a drainé une multitude de gens. très bien. Donc, On a vu. Il a, qu'on se le dise, il jouit d'une sympathie. Sympathie, union sacrée. Non, il jouit d'une sympathie de la population dans son ensemble. Avec des drapeaux, venez l'accompagner. Avec Mais- des drapeaux, Mais attendez, attendez. avec des t-shirts. Mais Ça, c'est la population. C'est clair. ces gens qui ont des drapeaux, qui ont des t-shirts, ne sont-ils pas congolais? Si, ils sont congolais. Mais bien alors sûr. Il y a... Mais alors Mais, donc on ne peut pas me faire perdre le fil d'idée. politique, oui. Allez-y. Chacun a, à sa manière, voulu être accompagné. Et on a vu le résultat in fine. L'un des candidats a d'ailleurs fui cette compétition en refusant de se pointer. Tshisekedi s'est pointé et il a communié avec les Congolais venus l'accompagner le soutenir. Ça, c'est premier, je dirais, level d'observation. Deuxième level d'observation, j'épouse tout à fait ce qu'a dit Diana, s'agissant de l'appareil. Parlons un peu de son bilan aussi, non? Son bilan positif. Dans quel secteur? Dans quel secteur? Permettez-moi... Oui. Bon, alors, secteur par secteur, justice, économie. Je vais vous aider. Ouais. Comme vous semblez ne pas être à l'aise avec le cheminement de ma réflexion. Non, pas du tout. Pas du Non, tout. non, je suis à l'aise, vais, non, mais je vais juste non, je vais maintenant pousser non, non. à expliciter. Vous pensez m'amener dans un terrain où vous avez l'infime espoir de croire que sur ce terrain-là, le candidat à sa succession Tshisekedi est défavorable. Et vous voulez qu'on s'étende sur ce terrain. Merci, on va s'étendre. Monsieur Tshisekedi, quoi que l'on dise, il a un bilan respectable. Tenez, il trouve le budget de l'État. À quelle hauteur? Un budget qui n'était même pas exécuté à 50-60%. Aujourd'hui, quoi que l'on dise, nous avons un budget à plus de 10 milliards. Si d'aventure, Tshisekedi n'est pas réélu, là où lui, il avait trouvé à peine 3 milliards, si je ne m'abuse. C'était 6 milliards et 3 ou 4 milliards en ressources propres. Voilà. Si d'aventure il n'est pas réélu, celui qui va le succéder trouvera avec l'IGF cet instrument qui a été voulu par le président et qui a permis à ce qu'aujourd'hui il y a un accroissement substantiel du budget. Son successeur verra de l'entrée de liquidité dans nos caisses. L'IGF elle-même qui parle d'une réalisation de la moitié au mois de juillet. La moitié qui a été collectée en termes de recettes de l'État. Début juillet. Il ne restait que 5 mois, voir si on va atteindre la totalité de ces 16... Vous avez bon espoir que nous n'atteignions pas. Nous avons c'est une bon question. C'est une question. Nous avons bon espoir, comme dans les exercices budgétaires qui ont précédé, d'atteindre. Parce que, jusqu'à présent, tous les exercices budgétaires, le gouvernement a non seulement déposé à temps,
la loi de finances, mais dans les redditions des comptes, on a vu que le budget était exécuté à près de 100%, allais-je dire. Donc, il va de soi qu'on a bon espoir, même si la rubrique élection pompe beaucoup d'argent, mais il va de soi que le budget suit son chemin et qu'à la reddition de comptes, il s'observera que le budget a été exécuté. Et comme je le disais, si d'aventure, si par magie, le président Tshisekedi n'est pas là, son successeur va... Par magie. Mais par magie, parce qu'il vous a été démontré par A plus B qu'il est difficile, à moins, contrairement à Manix, à moins que ces 5 candidats se mettent d'accord en présentant une candidature commune. Pour moi, contrairement à Manix qui pense que même cette donne ne va rien changer, moi, je suis d'avis que s'il y a une candidature commune, la compétition ou les résultats in fine seront, je dirais, 50-50. 50-50. Parce que je ne peux pas minimiser, même si ça va se faire dans le tas, même si ça sera peut-être, ça sera peut-être, je dirais, sous injonction de l'Occident, comme on l'a vécu avec la triste scène de Genève, où ils ont été carrément, les leaders ont été carrément, je dirais, emprisonnés sous la conduite de Alain Dos, qui faut-il dire, était le représentant des intérêts miniers. Je reviens vers parce qu'il voulait, comme je vous l'ai dit tantôt, placer un candidat qu'ils allaient contrôler. Donc, si je peux terminer, si vous le permettez, le bilan de Tshisekedi, comme je le disais, d'abord, vous avez le budget avec son instrument formidable, dont le successeur, si par magie n'est pas Tshisekedi, ne peut pas s'en passer. C'est l'institution IGF qui fait un travail formidable. À part l'accroissement multiplié par 3 du budget, je vais revenir vers vous. Vous avez voulu du bilan. Maintenant qu'on parle du bilan, vous voulez me révéler la parole. Vous pensez que sur ce terrain, le président n'avait pas des éléments? Votre temps d'antenne est épuisé. Je vais vous repasser la parole, Monsieur Patrick, et allez, merci. Monsieur Diana, Manix, déjà, je suis content que vous ne partagez pas le même point de vue sur le fait que s'il y a candidature commune de l'opposition, les choses peuvent changer dans la donne. Manix a dit, en tout cas, c'est impossible. C'est vraiment impossible. Votre point de vue? Et je reviendrai même sur cette question. Oui, je crois que j'ai l'habitude de le dire, dans le lexique politique, le mot jamais n'existe pas. C'est vrai qu'on a dit ici qu'au regard, moi quand j'ai dit que cette option n'est plus envisageable, c'est au regard de l'attitude, des ambitions des uns et des autres. Sinon, ça aurait été une donne qui serait discutée avant. Je vous ai toujours dit, la plus grande difficulté au sein de l'opposition, c'est la gestion des ambitions à long terme. Ce qui fait que quand ils se mettent dans le groupe, ils n'arrivent pas jusqu'au bout. J'ai dit aux gens ici que le Lamouka tel que défini ici va finir par s'éclater, les gens n'ont pas cru. Parce que le seul problème, c'est la gestion des ambitions à très long terme. Au-delà de ça, quand vous parlez de... est-ce que s'ils se mettent ensemble, ils peuvent... Oui, je vous dirais oui. Moi, je peux ajouter, s'ils décident, ils disent, écoute, le 24, il y a Félix Tshisekedi, et puis il y a 23. Un seul candidat qui bénéficie du soutien de 23. On aura 50-50, mais connaissons le Congo, avec cette part belle du floating vote, l'incertitude pourra gagner le camp du pouvoir. Mais ce qui, à mon sens, jusqu'à preuve du contraire, n'est pas faisable. Pourquoi au regard de faiblesse des uns des autres? Je voulais revenir parce qu'on a parlé, il ne faudra pas aussi qu'on donne l'impression que le candidat Félix Tshisekedi, au-delà de ses forces, n'a pas de faiblesse. Il en a. La première de faiblesse, c'est que, je vais commencer par les faiblesses d'ordre politique. Les faiblesses d'ordre politique, c'est que le manque d'homogénéité dans le groupe Union Sacrée. La preuve, je vais vous donner un élément, c'est que pendant qu'on est dans ces processus électoraux, il y a des gens dans l'Union Sacrée qui payent des gens pour arriver à l'antenne pour dire aux gens que Denis Kadima prépare la majorité pour Kabila, qui n'est même pas partie prenante au processus électoral.
Ça prouve à suivre. Ça veut dire que c'est quelqu'un qui voulait préparer un deal quelque part avec, je ne sais pas moi, le secrétaire national exécutif, ou avec quelqu'un d'autre, excusez-moi, Manik Siada, ou avec quelqu'un d'autre, ou avec un membre de la CENI en interne, et il décide de s'attaquer à la CENI. Pourtant, la clé de voûte, ça c'est incompréhensible qu'on en arrive jusqu'à ce point-là. Deuxième, Au sein de l'Union sacrée. au sein de l'Union sacrée. Deuxième faiblesse, au sein de l'Union sacrée, c'est l'excessivité de cercle de pouvoir. C'est-à-dire? C'est-à-dire qu'au lieu de venir se mettre autour de candidats, la preuve, vous voyez le ballon d'essai qui a été lancé tout à l'heure, l'équipe des campagnes composée d'un seul coin, c'est des gens qui ont voulu mettre le chef de l'État devant un fait accompli, il est à l'extérieur, dès qu'il va arriver, nous on va mettre une place, il ne saura pas nous dire non, nous on va gérer sa campagne. C'est des ambitions démesurées qu'il faut vite corriger parce que ils ont obligé la communication de l'institution chef de l'État à intervenir parce que, n'étant pas légalement encore candidat, tout ce qui porte atteinte à son image devrait être de facto lavé. Vous comprenez? Ça, ce sont des faiblesses qui portent préjudice. Déjà, même s'il y a eu des communications après, même s'il faut dire qu'il y a quelques communications ratées, mais après, il y a des gens qui ont gardé ça dans la tête. Regarde comment on traite le chef de l'État des tribalistes. Ça, il faut l'éviter. Dans les questions de gouvernance, la faiblesse, c'est que là où Félix Tshisekedi a encore du pain sur la planche, c'est rester dans la logique de ses prédécesseurs. L'évolution des changements de paradigme. Le Congo, jusqu'à aujourd'hui, c'est vrai, notre budget a augmenté. Mais là où le chef de l'État aura fait œuvre utile, c'est de nous orienter vers les projets intégrateurs et éviter de laisser le gouvernement, c'est-à-dire l'exécutif, redistribuer encore les surplus du budget qu'on a acquis. Alors que le Congo est un chantier, il y a beaucoup de choses à faire. Il a fait beaucoup de choses, mais les grandes bases, jusque-là, il n'a pas encore touché. Les projets intégrateurs qui nous permettront d'aller vers cet élan du développement. Le changement de paradigme. J'ai déjà dit au chef de l'État, je l'ai dit ici, ce n'est pas Manik Sienda qui va me contredire, nos valeurs différentielles en tant que République, c'est l'énergie et l'agriculture. S'il doit concentrer ses efforts de gouvernance dans les années à venir, c'est dans ces deux secteurs, il verra que... Ce qui n'a pas été fait pendant les 5 ans. Ce qui n'a pas été fait, ce sont des faiblesses de gouvernance. Mais nonobstant cela, je ne veux pas venir ici vous dire du pipeau. On peut aussi évoquer... L'agriculture qui n'a à peine 2-3% du budget. On va aussi évoquer le problème dans les agrégats économiques, on peut évoquer le problème de la dépréciation de la monnaie. À ce niveau-là, j'ai un avis partagé. Parce qu'on sort d'une crise mondiale et que généralement, dans la plupart des cas, la RDC ne se remet presque jamais de leur qu'on quitte de crise. Je peux vous expliquer. 2008, le dollar était, je crois, à 52, si je m'abuse. Quelque chose, bon, à 5,2, si je ne m'abuse. Mais après la crise, on est arrivé à 9 ou 9,4, si vous voulez, et c'est comme ça. Quand vous regardez la situation monétaire de la RDC, à chaque fois il y a une évolution, on ne rentre jamais en arrière. On vient de combien? Prenons dans la fourchette de 10 ans. Ça, ce sont des faiblesses de réforme en interne et que dans les jours à venir, qui sont des problèmes structurels que lui pourra peut-être résoudre, mais en gros ici, je ne lui tiens pas complètement responsable de ce qui arrive. Donc c'est une faiblesse en interne, c'est pourquoi je dis le Congo, il faut rentrer dans le fond. Mais nonobstant cela, personne n'a amené une offre, personne ne s'est attaqué à Tshisekedi dans des éléments factuels. Personne n'amène une offre qui peut donner de l'espoir aux gens et dit on fera différent que lui. Je dis bien personne. Surtout les candidats. Écoutez les discours, on nous ramène les mêmes discours. C'est là où j'ai dit les opposants sont mal entourés. On va peut-être prendre le temps de lire leur projet. Leur projet de société, j'ai pris le temps. Les épingler. J'ai pris le temps, que ce soit Delis et Sanga et autres. Il y a des choses intéressantes qu'ils proposent là-bas, mais dans le fond, ce qu'ils proposent, ce sont des éléments qui ont déjà été pris en compte, notamment dans les quelques éléments proposés par Delis et Sanga. Quand vous lisez le PNSD, c'est des choses déjà décrites là-bas qu'il faut juste trouver le moyen de mettre en place. Donc en gros ici, il a aussi ses faiblesses, mais des faiblesses qui sont minimes jusqu'à aujourd'hui, qui malheureusement par l'absence de l'offre en face, ils ne savent pas comment s'attaquer, ils continuent à... Le Congolais diront, bon, en fait, les 4 têtes de fourche qu'on a mis là-bas, personne n'a proposé quelque chose de différent. Mais j'espère, je voulais m'en tenir, j'espère qu'on va évoquer la déclaration de Numbi. Parce que, pour moi, je vous ai dit qu'il y a un lien avec la précipitation que certains candidats vont tête baissée. Ce n'est pas un fait anodin. D'accord. Si vous voulez, je peux en le dire en quelques secondes. Je crois qu'aujourd'hui, l'idée de pouvoir imposer un candidat de l'Occident sans pour autant préparer la dynamique interne, c'est pouvoir nous amener dans le schéma ouest-africain. C'est-à-dire, peu importe les résultats, peu importe la nature, parce que, je vais encore dire une vérité, Tshisekedi n'est pas le candidat de l'Occident.
Tshisekedi est né de la volonté interne de la population. Les gens se sont posé la question pourquoi il faisait beaucoup de tours. C'est parce que, étant dans l'optique de l'ouverture de la République, il ne voulait pas vivre en autarcie et laisser ces gens-là lui porter préjudice. Mais malgré ses efforts, malgré sa bonne volonté, ces gens veulent imposer un candidat qu'on peut contrôler parce qu'il ne faut pas oublier que dans la question de l'Est... Merci beaucoup. Permets-moi juste de chuter. Si vous voulez couper dans le temps d'après, vous allez couper. Allez-y, chutez. C'est-à-dire que, même dans la question de l'Est, j'ai toujours dit aux gens, si on voulait un semblant d'accalmie, on sait comment faire. Un peu comme on le faisait avant, on décide, bon écoute, on vous donne ça, on vous donne ça, on vous donne ça, laissez-nous en paix. Surtout pour des raisons électorales. Tshisekedi pouvait aller dans le cosmétique, il dit, je fais des concessions, ayons la paix, comme ça, je veux passer. Mais tout ce qui lui arrive aujourd'hui, c'est parce qu'il s'entête, il dit, on ne veut pas de la paix pour la paix. Ce que nous, on veut, c'est une paix définitive. Qu'on arrête des paix qui naissent des conciliabules, de partage de gâteaux. C'est ça la difficulté. Et c'est à ces niveaux-là que la plupart de ces relations avec cet Occident se coupent. Très bien. Et pour moi, ça sera un point essentiel qui comptera sur son bilan parce que aujourd'hui le Congo regarde visage, yeux contre yeux, non seulement au Rwanda mais aussi aux agresseurs avec ses discours francs. Merci beaucoup, monsieur Mike Diana. Et donc, on va prendre chacun maintenant pour finir 2 tours de table pour conclure. Monsieur Mani, je vous donne 5 minutes. Je donnerai 5-5 et puis nous allons chuter avec la question de John Numbi, cette déclaration de John Numbi qui a fait écho sur la toile le week-end. Monsieur Mani Sienda, pourquoi dites-vous que la désignation ne fera pas effet, n'aura pas d'incidence sur l'élection du président Tshisekedi? Je pense que Diane est revenu sur ça, même si il ne voulait pas m'entendre dire que ce serait impossible, même s'ils fédéraient leurs efforts pour gagner M. Tshisekedi. Oui, je le confirme, c'est impossible. Et vous l'avez démontré au travers vos mots, vos exemples, le fait que vous avez posé tout à l'heure. Il est vrai que les opposants peuvent se réunir. C'est vrai, ils peuvent définir un candidat commun. Mais qui apportera quoi dans ce schéma-là pour ajouter un électorat des plus afin que le candidat choisi soit réellement élu? Je prends l'exemple de Seth Kikouni. Quel serait son apport dans ces blocs-là? Seth est là pour des raisons économiques. C'est donner une notoriété, faire ses affaires. Non mais justement, or ici, pour gagner les élections... on ne le cite même pas. Pour gagner les élections, effectivement, il faut avoir un impact sur la population. C'est comme ça qu'on parle de l'électorat. C'est-à-dire, même s'ils font bloc, le 23 candidats, on va se retrouver dans une histoire de 4 ou 5 têtes seulement. Encore que dans le 4 ou 5 têtes, il faudrait encore réfléchir à fond. Déjà que Martin Fayoulou ne va pas aux élections avec les candidats députés nationaux, députés provinciaux. Ce qui déjà entraîne une certaine faiblesse dans sa stratégie électorale pour gagner les élections. Hormis les contradictions qu'il a émises tout au long de son parcours, et ça les crédibilise dans le contexte électoral. De deux, Moïse Katumbi, en réalité, c'est le résultat de la gouvernance de Joseph Kabila. C'est comme ça que moi, je le considère en réalité comme le sous-candidat. Matata, c'est pareil. Et donc, ces efforts réunis. Et donc, quand vous voyez Matata, vous voyez Katumbi, vous voyez Mukwege, vous voyez tout ce monde-là, on va le prendre par rapport à la logique des Kabila que l'on peut opposer à la gestion de Félix Tshisekedi aujourd'hui. Ce qui nous amènerait effectivement à un débat de bilan, et je le ferai parce que j'ai noté quand même quelques secteurs sur lesquels M. Tshisekedi s'est appuyé pour présenter effectivement son offre politique de qualité avant de solliciter le suffrage du peuple. La question la plus importante, effectivement, c'est la question du bilan. Parce qu'on va voter Tshisekedi aussi par rapport à son bilan, au-delà de l'aspect sociologique, parce qu'on dit que le contexte électoral est dominé essentiellement par l'angle sociologique. Mais attention, les peuples congolais évoluent avec sa maturité électorale. Ouais. Après le 3 cycles électoraux que nous avions connus, aujourd'hui, beaucoup de gens voteront le candidat par rapport à leur capacité de répondre aux déshydratats du peuple. C'est le seul candidat qu'on va juger sur base de son bilan. De son bilan, c'est le seul. Les autres viennent avec des promesses. On ne sait pas comment... C'est le seul. Encore que même dans ce bilan, je vous ai dit au début
qu'il y a des questions sensibles que le peuple ne transige pas. Il y a des questions auxquelles le peuple voudrait voir les acteurs politiques émettre sur la même onde, notamment la question de la sécurité de l'Est. Malheureusement, dans ce contexte, Martin Fayulu s'est permis à traiter le président Tshisekedi d'un espion de Paul Kagame. Et le peuple le voit, le peuple l'a entendu. N'est-ce pas un discours de diversion par rapport à la stratégie d'agression contre la RDC? Alors que le même Kagame, à qui le peuple manifeste un sentiment de rupture, je parle du peuple congolais, le même Kagame tient un discours qui avoisine pratiquement et les discours de Fayulu et les discours de certains opposants. Lorsque Kagame dit que Tshisekedi n'a pas été élu, c'est pratiquement le même contexte, avec les discours de Fayulu. Pire encore, le même discours a été relayé par M. Corneille Nangaa. Le même discours a été relayé par les pseudo-générales John Numbi que vous avez cité tout à l'heure. C'est-à-dire cela dénote un schéma autre que le schéma électoral. C'est-à-dire il y a des gens aujourd'hui, c'est vrai, ils viennent avec l'intention d'aller aux élections, mais en réalité, ils veulent d'un coup d'État, d'un autre moyen autre que le moyen électoral. Ça, c'est un fait. Ça, c'est votre point de vue. C'est mon point de vue. Et je peux le Ouais, justifier dans plusieurs angles. Alors, une minute. Alors, non, mais je ne peux pas parler du bilan du président de la République en une minute. Laissez-moi quand même le temps, s'il vous plaît. Vous allez faire comme vous avez fait avec Diane, et couper dans l'autre prise de parole. Je prends les secteurs de l'éducation. Je m'en vais très, très vite, en tout cas, ne vous en faites pas. Dans le secteur de l'éducation, nous avons la gratuité, je l'ai dit, qui entraîne 3 conséquences positives. L'augmentation en termes d'accès de nombre des enfants dans le circuit de scolarité de base. Plus de 6 millions d'élèves. Plus de 6 millions d'élèves. On me donne les statistiques par un expert dans le secteur de l'éducation, M. Diane. Merci. Il y a la réduction sensible du taux d'analphabétisation dans notre pays et la prise en charge de plus de 600 enseignants sur toute l'étendue du territoire national. Ça, c'est un aspect qui entre dans l'actif du bilan du président de la République. Dans le volet de la santé, parce que le 2 forme ce qu'on appelle le capital. 3e pilier, l'allègement de la bourse des parents, qui paye autrefois les frais. Aujourd'hui, heureusement, on donne des éléments. Dans le secteur de santé, la couverture santé publique avec le volet de la gratuité des maternités. Ça, c'est un acquis. Et d'ailleurs, ça apaise davantage le poids qui pesait autrefois sur le dos des parents et ça nous permet effectivement de lutter contre les mortalités infantiles. Je prends le secteur de transport. Je vous ai parlé du transport des étudiants. Je vous ai parlé de la réduction de prix de passeport. Je vous ai parlé de la réduction de prix même de transport dans toute l'étendue du territoire national. Mais aussi, vous avez vu les matériels qu'on a dotés à la SNCC, les locomotives qu'on a achetées. La SNCC d'aujourd'hui, ce n'est pas la SNCC d'hier. Et ça, c'est un volet. Mon frère Patrick Yal est revenu même sur la question de budget. Le budget d'aujourd'hui n'est pas le budget d'hier. Dans le secteur du sport, vous avez vu les infrastructures que M. Tshisekedi a créées dans son mandat de 5 ans. Et le peuple congolais le voit, le peuple congolais le réalise. Les infrastructures universitaires. L'université de Kinshasa, UPN, IENDA. Ce n'est pas l'UPN d'hier que nous avons aujourd'hui. L'hôpital Mamaemo. Merci beaucoup. Ce sont des choses que le peuple regarde et des choses sur lesquelles le peuple va diriger ses voix vers un candidat. J'ai fini par là. Est-ce que tu sais que... Non, s'il vous plaît, je finis 30 secondes. S'il vous plaît, c'est quand même très important. Est-ce que vous savez que parce que j'ai entendu mon frère Diane revenir sur cette question de l'énergie. Non, mais c'est Souchi Tshisekedi. Énergie volée eau. On parle de Lemba Imbu. Énergie volée électricité. On parle de la récente centrale hydroélectrique qu'on vient d'inaugurer. La centrale que le président vient d'inaugurer tout à l'heure. Le nom m'a échappé. Toujours dans le secteur de l'énergie. C'est Souchi Tshisekedi. Merci. Que nous avons aujourd'hui 2 entreprises de fabrication de câbles électriques. Merci beaucoup. C'est-à-dire on a augmenté en termes d'investissement et on a augmenté en termes d'industrie, ce qui crée effectivement une certaine compétitivité en termes de productivité économique nationale. Merci beaucoup, Monsieur Manix Ienda, d'avoir... Je vais venir pour conclure. Chacun aura
finalement un deuxième tour de parole pour conclure. Les faiblesses du président Tshisekedi, les éléments... Ah, on a encore du temps, on a sérieusement du temps. Monsieur Patrick Yalé, les faiblesses du président Tshisekedi. Les faiblesses Je du pensais, oui. vu votre soif que vous avez exprimée de me voir parler du bilan, que vous allez rebondir sur cette question. Parce que Manix ne l'a pas épousé. Justement, c'est dans le cadre du bilan. S'il vous plaît. Les faiblesses du président. Non. Justement. Non, Dan. Justement. Non, Dan. Non, Dan. Allez-y. Vous vous êtes lancé. Vous faites bien. Vous faites bien. Vous revenez là-dessus pour achever vos idées. Vous faites bien. Et je vous félicite parce que vous faites bien votre travail. Je dirais de contrepoids. Et je pensais vous poser des questions. En tout cas, sans flatterie, et je vous le dis, quand on fait l'émission face to face, et je le vous dis aujourd'hui lors de ce débat que vous tenez, vous le faites avec maestria. Wow. Merci beaucoup. Merci beaucoup. Mais j'aimerais rester dans cette question du bilan. D'accord. Je ne suis pas d'accord quand il est dit que le président sera le seul à présenter un bilan. Non. Monsieur Katumbi a un bilan en tant que gouverneur. Ouais. J'ai maintes fois posé la question aux Katumbistes de la 11e heure et ceux qui l'accompagnent, qui ont transité avec lui de Mazembe à la politique sans transition. De me citer, quelle est cette infrastructure notable construite par M. Katumbi en 8 ans de gouverneur pendant qu'il était le gouverneur dans la période faste de Boumigné? Du make-up politique. Qu'on nous cite. Non, je vais pas Une infrastructure, un bâtiment, une route d'intérêt national, un aéroport construit par M. Katumbi, que du cosmétique. Il a un bilan à présenter. Il a un bilan. On va le questionner. Vous avez été gouverneur. Vous voulez devenir président. Dites-nous, qu'avez-vous fait quand vous étiez gouverneur? Je voulais parler de Matata, mais comme je ne le classe même pas parmi les favoris, je ne vais pas le charger. Mais il a aussi un bilan familique qu'il porte avec lui. En tant que Premier ministre. En tant que Premier ministre. Mais je ne veux pas m'étendre sur lui, comme je pense que ça sera une perte de temps et on n'a pas assez de temps. Maintenant, pour revenir sur le bilan positif, Manix a survolé les acquis. Mais vous prenez cet hôpital de Mamayemo qu'on est en train de réflexionner, qui sera sûrement parmi les meilleurs en termes d'infrastructure. Et j'espère que le personnel humain sera au standing de l'hôpital aussi. Vous prenez aujourd'hui, qu'on le veuille ou pas, que cela soit minime ou pas, il y a une usine montée ici de bus Transco, des bus Mercedes Transco. Quand il s'en est s'agit du Rwanda, on a vu des images qu'on devrait monter une usine d'assemblage de VW. Les hâteurs, retenez bien cette expression, les hâteurs, donc ce sont des gens qui vouent une haine indicible au président. On félicite, on applaudit. Mais quand le gouvernement facilite des entrepreneurs pour installer la même chose, non, mais c'est quoi ça? C'est un bilan. Parce que cette usine, même si il n'y a qu'une personne qui y travaille, c'est de l'emploi créé. C'est de l'emploi créé. Vous voulez qu'on continue sur le bilan ou bien vous êtes pressé d'écouter les faiblesses de... Non, c'est les téléspectateurs qui vous écoutent. Non, cher Dan. Si je vais parler des faiblesses, oui. Pour moi, les faiblesses qui ont caractérisé le quinquennat de Félix, président de la République, on m'a fait ce reproche de souvent l'appeler par son nom. Les faiblesses de ce quinquennat du chef de l'État, le premier, c'est pour moi les erreurs de casting qu'il a fait dans certains choix. Il a corrigé au gouvernement et dans son cabinet particulièrement. Dans son cabinet, dans certaines, je dirais, institutions. Mais parfois, je le tiens à rigueur. Parfois, je comprends parce que, surtout dans la composition du gouvernement, cela répond
à la structuration de notre système politique, de partage de pouvoir entre les alliés. La géopolitique aussi. La géopolitique qui entre en action. Oui. Mais là où j'ai été à plusieurs égards, Merci beaucoup. parfois, je dirais, pas parfois, souvent déçu, c'est dans certains choix qui ne dépendaient pas des arrangements politiques, qui dépendaient de ce qu'on appelle son pouvoir discrétionnaire. Il y a des choix qui, moi, jusqu'aujourd'hui, Merci beaucoup. ne m'ont pas satisfait. C'est la première faiblesse, le casting. D'accord. La deuxième faiblesse. Pour finir. La deuxième faiblesse, c'est l'Est du Congo. C'est cette guerre qui n'est pas résolue. On va être clair, ça aura un impact négatif sur l'électorat de l'Est. A-t-il fait suffisamment? S'est-il trompé? Je n'ai pas toutes les réponses aux questions que je me pose, mais il va de soi que la réponse à la guerre de l'Est n'a pas trouvé solution. Merci beaucoup. Oui. Merci. Mais, j'espère qu'on va l'abonder quand on va parler du dernier volet. Tout à fait. Beaucoup de choses sont faites pour l'armée. D'ailleurs, le budget a été, je ne sais pas, quintuplé. Il y a aujourd'hui un budget de plus d'1 milliard. Je dois prendre la parole. Il y a aujourd'hui des équipements. Parfois même, parfois je me... S'il vous plaît, Dan, s'il vous plaît, je vais finalement utiliser le joker de Dan pour dire, vous allez couper après. Je me demande même avec quoi nous combattions quand on était classé 10e armée mondiale. Parce que le gouvernement n'a rien vendu des effets militaires qu'il a eu à avoir de son prédécesseur. Mais qu'a-t-il reçu comme armement? Ni hélicoptère, ni bateau de guerre, ni avion de chasse. De tout ça, on n'avait rien. Merci beaucoup. Aujourd'hui, on peut se targuer, même si dans l'Est, la fin de la guerre n'est pas visible, mais notre armée est en train, sérieusement, en termes d'équipement. D'accord. Merci beaucoup, monsieur Patrick. Allez, je dois prendre la parole. Ouf. Alors, vous avez vidé la matière. Alors, monsieur Diana. Ça s'est vide jamais. Monsieur Diana, on parle du bilan du chef de l'État, mais le bilan, comment on va... John Numbi, il ne faut pas oublier ce cas-là. Oui, il faut qu'on finisse avec ça au dernier tour de parole. Le bilan du chef de l'État, il a commencé avec Kabila, il a fait 2 ans, après il a créé l'Union sacrée, les Katumbi sont entrés, les autres, et à la fin... Alors, comment faire? Ce bilan, il est nécessairement à lui, ou à qui on doit attribuer ces bilans? La réponse est directe, à lui d'abord. À lui d'abord. Oui, à lui d'abord, le reste. Je comprends quand Patrick parle de Katumbi doit présenter un bilan. Dans le contexte actuel, je crois que les niveaux on a situé, le rapport de bilan, c'est le fait qu'il y a un président en exercice. Lui seul sera jugé sur base d'un bilan, mais les autres n'ont jamais brigué la magistrature suprême, viendront avec des prétentions. C'est ça la difficulté. Ils ont eu des gestions, c'est vrai que ça va constituer un problème, tel a été Premier ministre, mais dans ce cas-là, on aura tout le monde. Même si ça, on lui demandera, tu as été député, donne-nous ton palmarès. Il a été ministre aussi. Il a été aussi ministre, il ne faut pas oublier. On va lui dire quel est ton bilan. Dans ce cas, on se retrouvera avec des gens qui répondront du bilan passé, mais dans le fond, c'est qu'aujourd'hui, le Congolais, le seul qui vient avec des éléments factuels, sur quoi on va le juger dans ces combats, c'est lui, et les autres viendront avec des prétentions. Seulement, quand vous parlez du bilan du chef de l'État, je vais être sincère, ces bilans-là, il y a des éléments qui laissent un goût amer. Pourquoi? À mon sens, c'est parce que le chef de l'État, dans son esprit très ouvert et extraverti, a quand même dit beaucoup de choses qu'il pensait pouvoir résoudre avec sa simple volonté. Or, le contexte congolais est très compliqué. Ce qu'il a eu la possibilité de faire, il l'a fait calmement. La question de la guerre de l'Est, moi j'étais sceptique depuis le départ parce que je connais le contexte et le contour de cette guerre-là. Je me te dis, c'est pas une guerre qui pourra trouver son épilogue en 2-3 ans. Ça, je le savais.
Le plus important, c'est pouvoir travailler le réforme en interne pour pouvoir préparer justement cette paix définitive. Je répète ce que j'ai dit ici. La plupart des fois, on a eu, à plus de 20 ans, la plupart des fois, on a eu de semblants de paix pour cette question de l'Est. C'est parce que le Congo a fait des compromis. Je vous rappelle la scène de 2013. On arrive avec nos propres forces ici, arriver au bout du M23, mais après, on nous contraint à aller autour de la table à Nairobi pour aller trouver des accords. C'est pour vous dire que cette question de l'Est, quand Manix posait la question de savoir pourquoi beaucoup... Aller à la table aujourd'hui, c'est ce que la communauté internationale veut. Voilà. C'est ce qu'ils veulent. Elle insiste même. Parce que généralement, c'est ça le schéma qu'ils utilisent. En gros, on n'obtient pas la paix formellement. C'est-à-dire qu'on atteint juste le bon schéma. Des semblants de paix. Le bon schéma aujourd'hui, c'est de pouvoir s'imposer. Parce que quand cette communauté arrive, c'est quoi la finalité? La téléologie de leurs actions, c'est quoi? C'est continuer à puiser dans les ressources interminables qu'il y a là-bas et faire leur économie. Ça, c'est une certitude. Mais au-delà de ça, il y a des ambitions des États à gauche, à droite. Si la communauté internationale vient pour des questions de richesse, le Rwanda a développé ses ambitions, non seulement pour des raisons de richesse, mais aussi pour des raisons des terres. Ouais. Et de ce coup, on s'est retrouvé dans un schéma où même les plus petits qui servaient des commissionnaires commencent à avoir des ambitions. Et l'objectif, c'est de nous maintenir dans cet état fragile pour continuer à exploiter. Or, pour pouvoir résoudre une crise qui dure depuis 20 ans, avec des piliers en interne, avec l'inféodation, avec cette forme de mixité dans la culture qu'ils ont imposée, il faut suffisamment du temps. Mais je crois que dans le schéma qui se pose actuellement, on aura suffisamment... 5 ou 10 ans, c'est... On aura suffisamment le moyen de... Je crois que peut-être dans le deuxième mandat, si on accélère les choses, on peut arriver jusqu'à bout. Mais moi, je savais que dans le 2-3 ans, la manière de faire, je savais qu'il y aurait encore quelques couacs. Mais dans son bilan, au-delà de ça, au-delà des éléments que j'ai évoqués ici, la plus grande force de Tshisekedi, c'était sa volonté de pouvoir faire les choses convenablement. Là où il a pris des décisions courageuses, un peu comme il les prend maintenant dans la question de l'Est, de refuser jusque-là de continuer à négocier et même de trouver une stratégie. Malheureusement, il y a des choses qu'on ne peut pas dire à la télé, de pouvoir pallier au déficit tel que discuter avec ses pairs au niveau de la sous-région. Mais aujourd'hui, les réformes courageuses qui lui donnent une place de choix dans mon classement, parce qu'il touche sur les éléments essentiels. Quand il a commencé sur la question de l'éducation, c'était une décision courageuse. Moi qui vous parle, j'étais de ceux qui estimaient qu'il est allé trop vite en besogne, parce qu'on connaissait ce qu'il fallait pour pouvoir réussir cette gratuité. Il est parti avec le moyen de bord jusqu'à se constituer, jusqu'à faire en sorte que les bailleurs de fonds qui s'étaient rétractés ont retrouvé la barque. Et aujourd'hui, il y a encore des faiblesses. Oui, par exemple, la gestion des effectifs dans les salles de classe, ce qu'on appelle des effets induits. Mais au-delà de ça, dans ça aussi, il a réfléchi. Au niveau du ministère, il y a 2 projets. Un projet construction 300 écoles, il y a un projet construction des 5 écoles. Il y a un autre projet du PDL 145 territoires qui surplombe les 2 projets qui, une fois mis en place, pourra résoudre de manière, je dirais bien, de manière détaillée, de manière suffisante, le problème d'accès ou encore le problème des conditions d'enseignement en République démocratique du Congo. C'est un élément très fort du bilan. Je vous dis que c'est un élément très fort et puis ce n'est pas des promesses parce que avant le mois de décembre, le ministère de l'EPST va organiser sur l'ensemble du territoire la réception de chantiers déjà construits dans le cadre du PDL 145 territoires et ça sera un événement, ça je vous fais une promesse. Et au-delà de ça, dans le projet 300 écoles, il y a déjà plus de 35 qui sont construits, qui sont en phase de finir et dont la dernière en date, pour ceux qui sont dans les périphéries, l'école Maman Bobila, ils le connaissent. Pour ceux qui sont à Kisansou, quand on pose souvent la question à Kinshasa, quelle école on a construit, il y a l'Institut Lagrasse à Matete. Inauguré par la première dame, les gens ne savent pas, mais parce qu'ils ne viennent pas, il faut venir à la source, on va vous donner des éléments suffisamment. Moi j'ai tout un tableau de vous donner des écoles à Kinshasa construites. Je crois qu'il faut... Pas des écoles créées, c'est une nuance. Il faut une mission. Il y a une nuance. Sur les écoles. Il y a une nuance. Ce n'est pas des écoles créées, parce que la création d'écoles est une procédure. Ou construite. Je dis construite. Les écoles créées, c'est... Construite. Je parle de construite. Les écoles créées, c'est quoi? C'est l'approche administrative. Que sur papier, une école ait l'autorisation de fonctionner et d'exister. Dans la construction, c'est quoi? C'est des établissements qui étaient presque les enfants étudiants en chôme, mais l'ensemble des bâtiments sont nés de terre. C'est ça la construction pour moi. Merci. Donc en gros, il y en a plein. Au-delà de ça, dans le contexte économique, je vous ai dit ici, il jouit d'une présomption, dans le sens où il a vécu un choc. La crise de la Covid, la crise russo-ukrainienne, pour une économie dépendante de l'extérieur qui a titillé. Mais malheureusement, si vous demandez de l'extérieur, on vous dira que le Congo a résisté du mieux. Et ce qu'on est aujourd'hui,
personne ne pouvait prédire que nous, on pouvait résister autant à ces chocs exogènes. Merci Donc, beaucoup. en gros, dans le fond, mais la faiblesse, c'est Monsieur. que... Permets-moi juste de chuter, je ne vais pas prendre mon temps d'après. La chute, c'est que la plus grande faiblesse à ces niveaux-là, c'est que la dimension du pain. Il faudra que le chef de l'État en tienne rigueur. Et je crois que c'est parmi les éléments qu'il a mis sur la table Le pain. pour pouvoir solliciter le prochain suffrage. Et pour ça, je lui conseille de s'entourer des bonnes personnes. Il y a des stratégies déjà établies pour résoudre ces problèmes-là, aller dans des solutions définitives, parce que tant qu'on sera une économie dans cette configuration, D'accord. tant qu'on aura une forte propension vers l'extérieur, on sera vulnérable à ce qui va arriver du dehors. Et c'est ça la plus grande faiblesse, c'est le paradigme qu'il faut changer, il faut qu'il le fasse maintenant. Merci beaucoup. Vous avez dit que vous n'allez plus intervenir. Ah, j'ai Donc, fini. on a retenu. Alors, Monsieur Manik Sienda, avant de vous Je n'ai pas donner... dit que je ne vais plus intervenir. J'ai dit que je ne vais pas puiser dans mon temps d'après. Bon, d'accord. Avant que vous ne preniez la question de John Numbi, toujours la question de l'entourage du chef. Le chef de l'État de l'époque, Joseph Kabila, disait qu'il manquait un certain nombre de collaborateurs. Est-ce que le chef de l'État, Tshisekedi, serait dans le même schéma? Ben, je pense que le président Tshisekedi est revenu sur cette question, tout en reconnaissant que ce n'est pas facile pour un chef de se faire entourer de gens qui seront en harmonie parfaite avec sa vision de gestion de la chose publique de l'État. C'est un idéal, mais je pense que s'il y a de quoi à corriger, le président Tshisekedi peut vraiment le corriger de manière urgente. Mais il y a un volet de choses qu'il faudrait voir, c'est l'intention politique, la volonté politique. Je prends les cas du président Mobutu. Dans sa stratégie de nomination des animateurs des institutions de la République, il a fait recours à la diaspora. Il vous reste 2 minutes pour que vous continuiez. Dans la même stratégie, le président Tshisekedi, pour désigner les animateurs des institutions de la République, il fait recours à la diaspora. Mais la seule différence qui existe entre les deux, c'est que l'un a fait recours à une diaspora qualifiée et l'autre a fait recours à une diaspora non qualifiée. Conséquence réelle, il y a congestion dans la manière de gérer ou d'accompagner le président de la République dans son mandat. Et je crois que le président Tshisekedi s'est rattrapé vite au cours de son mandat en changeant la stratégie qui autrefois a été orientée vers la diaspora, mais cette fois-ci, il a canalisé sa stratégie de nomination vers le jeune et les femmes. Je vous informe que c'est sous Tshisekedi que le nombre de femmes, depuis le 30 juin 1960, a sensiblement augmenté dans le circuit des décisions de la République. Autant pour le jeune, c'est sous Tshisekedi que le nombre de jeunes a sensiblement augmenté dans le circuit des décisions. Pourquoi? Parce que Tshisekedi croit à l'expertise politique de jeunes. Je me suis toujours posé la question, est-ce qu'on peut me citer, ne serait-ce que 2 jeunes du PPRD que Joseph Kabila a nommé comme ministre? Ça n'existe pas. Bon, Joseph Kabila... Il y a notre ami Papi Pungu. Non, mais Papi Il y en a plein. Pungu a été nommé ministre par Tshisekedi, malheureusement. Non. Non, mais il a été vice-ministre de, je pense, du plan, si je ne me trompe pas. Ah, vous C'était parlez le- du quota, vous parlez de Non, la je nomination parle de de la Kabila à nomi- l'époque. Non, Ah, non, ok. mais le quota, ce n'est pas la nomination. Papi C'est lui Pungu- qui fait confiance. Papi Pungu a été ministre grâce à la nomination de M. Tshisekedi. Non, il y a- Moussa il y a- Mondo. Non. Il y a Moussa Mondo, Mundo, oui. Moussa Mondo a été ministre grâce à la nomination de Félix Tshisekedi. Il était Non, mais sous vice-ministre des Kabila, il y a hydrocarbures. eu des ministres jeunes. Non, mais le vice-ministre des hydrocarbures, le premier gouvernement de Ilunkamba, c'était Moussa Mondo dans le quota FCC. Malheureusement, j'ai posé la même question à un membre du PPRD. Il me cite le nom de Ernestine Nyota, qui n'est pas jeune, malheureusement. Pourquoi elle était Non, jeune à mais l'époque? elle n'était pas jeune, même à l'époque, elle n'était pas jeune. C'est une vieille dame. À 40 ans, on non, n'était pas jeune. Non, mais on me cite 2 jeunes du PPRD, vous ne le trouverez jamais. Que Kabila a nommé comme ministre. Ça n'existe pas. Alors, la question de Alors, John Numbi. Je reviens sur cette question de John Numbi. Permettez-moi, en 30 secondes, de rappeler. On ne va pas... Non, mais ce qui est important, c'est les bilans, c'est mon temps d'antenne. Allez. C'est le bilan du président de la République. Parce que le peuple va le voter sur base de ça. Et non sur base des propos suicidaires ou incendiaires de John Numbi. Ça ne concerne pas assez le peuple congolais. Mais ce qui est important, il faut rappeler aux Congolais que c'est sous Tshisekedi qu'on a accompagné les jeunes entrepreneurs.
avec un financement clair qui existe. Et parmi, j'aime souvent le préciser de cette manière, parmi les jeunes qui ont bénéficié de ces fonds spéciaux pour l'entrepreneuriat, 30 secondes. il y a le petit frère de Peter Tiani, Arnaud de Tiani, a bénéficié de ce fonds-là. Et donc, ça, c'est un progrès. Mais aussi, je voudrais très rapidement, ça c'est une parenthèse, revenir sur ce que Diane avait dit par rapport au secrétaire exécutif national de la CENI qu'il a inséré dans le lot. C'était juste une supposition. Non, mais malheureusement, ça a été un malentendu qu'il faudrait élaguer. Parce que M. Toto Mabikou n'est pas membre de l'Union sacrée de la Nation du moment où il incarne une responsabilité au sein de la CENI autant que le président. Lui, il n'est pas. Les gens voulaient l'instrumentaliser. Les gens de l'Union sacrée. Vous l'avez cité. J'ai dit les gens de l'Union sacrée voulaient l'instrumentaliser. Je finis 30 secondes, s'il vous plaît, sur la question de John Noum. Ils l'ont instrumentalisé. Je finis par là. Yeda. S'il vous plaît, accordez-moi 30 secondes. 30 secondes. Dans le temps de mon frère, Dan. Merci beaucoup pour ça. Mais lui n'a plus de temps. Si, j'en ai. Il a encore 2 minutes. Il a encore 2 minutes. J'ai 1 minute. Je pense que ce qu'a dit John Numbi, c'est quand même assez grave. Et je crois que toute la communauté nationale, autant pour l'Occident, sont témoins de combien de fois de gens présentent leur schéma de compromission aux valeurs sacrées de la République. Le coup d'État. Et ça fait des années qu'ils ont tenté d'exécuter ces schémas-là, mais malheureusement, ça ne passe pas. Parce qu'ils ont utilisé les schémas de triangle de la mort. Ils avaient 3 formules de coup d'État. 30 secondes. Le coup d'État juridique, qui passerait essentiellement par la Cour constitutionnelle pour mettre le président de la République en exécution. Il y avait le coup d'État politique qui passerait par l'Assemblée nationale et les Sénats. Et vous avez même vu l'attitude de Mme Janine Mabunda et le président de l'époque, le président du Sénat, vis-à-vis de l'institution président de la République. C'était des préludes qui nous faisaient croire qu'on tendait vers un coup d'État politique pour transférer le président de la République vers la Cour constitutionnelle afin de le déchoir. Et enfin, il y avait une formule de coup d'État militaire. Et c'est ce qui a même justifié le plan machiavélique du général Delphin Kaimbi. Et aujourd'hui, quand vous voyez John Numbi rester dans cette posture, effectivement, il est nostalgique de ces plans de coup d'État qui malheureusement ne se réalisera jamais. Alors moi, mon message que j'adresse à M. Numbi, parce que le message de Numbi engage Joseph Kabila. Vous allez finir tout le temps. Je m'adresse à Numbi. Vous allez finir tout le temps. Numbi ayebaka ke Tshisekedi azanan. D'accord. Kabila ayebaka ke Tshisekedi azanan. Katumbi ayebaka ke Tshisekedi azanan. Merci beaucoup. Et Tshisekedi ne mourra pas comme Moussé. Alors, monsieur Patrick Allé, alors je vous donne 4 minutes. 4 minutes. Restez aussi dans le temps, s'il vous plaît. John Numbi. Dans sa volonté de mettre fin à cette guerre qui a fait maintenant 3 décennies, cette guerre qui a des implications au-delà de nos frontières et au-delà de l'Afrique, car des pays, et non de moindres, sont d'une manière ou d'une autre impliqués dans cette guerre. Je citerai les États-Unis et je citerai la France. Dans sa volonté de mettre fin de manière définitive, comme l'a dit Diana, à cette guerre, M. Tshisekedi est buté à une convergence d'ennemis. En interne et en externe. En interne et en externe. Ce qui justifie la condamnation de Bonachouchou. Monsieur, parce qu'il n'est plus général, il s'est présenté en homme d'État, du jamais vu un général, à moins qu'il se reconnaisse être un général d'opérette, qui se présente comme homme d'État, qui vient inciter les militaires à faire de la subversion. Il n'est pas le seul. Lui, je pense que dans un moment de délirium, il s'est mis un téléphone devant lui pour raconter et débiter ce qu'il a débité. Je crois qu'il était dans un état second. Mais on dit souvent que c'est dans ce genre d'état second que l'homme révèle les choses
qui sont cachées. Mais malheureusement pour eux, ces choses ne sont pas aussi cachées. Parce que un des porte-parole de la branche opposition confessionnelle d'un candidat s'est prononcé pour dire qu'ils espéraient un homme courageux pour faire... Vous liez le discours de John Numbi à cette déclaration. Mais bien sûr. lié. Je vous parle de convergence. Je vous parle de convergence des forces. Et pour relier encore ce que a dit Diana tout à l'heure, parlant de certaines candidatures, ces candidatures, et tout ça a un lien avec la déclaration de John Numbi, ces candidatures, pour certains, procèdent de la volonté de faire allumer le feu pour inciter les militaires à commettre un coup d'État. Pourquoi? Parce que dans le cas d'espèce, Chuter. l'armée... Non, je n'ai même pas fait la moitié de 4 minutes. Si vous devez me laisser 30 secondes. Dans le cas d'espèce, ayant constaté que l'armée s'étant rangée, pas parce que ils aiment Tshisekedi, parce que les lunettes, je ne sais pas quoi de Tshisekedi, leur font tellement du bien, l'armée ayant vu les efforts, la volonté du président de la République de mettre de l'ordre, de mettre l'armée dans les bonnes conditions, l'armée s'est rangée derrière le président de la République, chose qui n'était pas gagnée. Voilà pourquoi la convergence des oppositions, lassée d'espérer à une subversion naturelle, ils sont en train d'exciter les militaires. Et cela, comme je le dis, c'est une convergence, c'est-à-dire il y a une convergence de volonté, sachant que sur les urnes, il est difficile de déchoir le président. Ils sont déjà passés dans le plan de contestation électorale, On termine avec amener le schéma ouest-africain. La déclaration de John Numbi est partagée par l'ancien président. Je dirais même, mot à mot, l'ancien président lui a prêté les mots pour qu'il aille faire cette déclaration. Parce que la volonté du président de la République d'en finir avec Kagame dérange un des candidats qui a du mal à citer, ne fût-ce que le nom de Kagame, dérange une partie de la communauté internationale qui a des liens incestueux avec Kagame. Merci beaucoup, M. Patrick Ali. Je crois qu'en 30 secondes sur la question de John Numbi, je veux rappeler ici, quel est le calcul? Parce que je vous ai dit qu'on est dans le schéma ouest-africain, mais cette fois-ci, on ne peut pas aller sur l'approche Mouzé Laurent Désiré Kabila et Joseph Kabila. Cette fois, ils veulent utiliser quelqu'un qui a pris part au processus électoral. C'est justement la ruée de tous ces gens-là. Ça veut dire que on va contester les résultats de Tshisekedi, mais pour établir un brin de légitimité, on prendra un autre candidat qui a participé pour en faire chef de l'État, mais malheureusement, il ne sera pas avec nous. Qui est derrière? Et je vous dis, quand le chef de l'État, après le dépôt de candidature, indexe les 2 éléments, c'est le Congolais les mieux informés de nous tous. Il sait de quoi il parle. Et je te dis que c'est le schéma établi maintenant. C'est-à-dire quand on a... Parce que c'est des gens intelligents qui savent comprendre quels sont les éléments constitutifs des élections. Quand on vous amène un outsider comme ça, qu'on impose presque, sans compter sur la dynamique interne, c'est parce que ce n'est pas vraiment le schéma qu'ils ont choisi. Ils ne vont pas y aller là-bas. Et malheureusement, il y en a plusieurs. Merci beaucoup. En gros, il faudra que le peuple congolais soit vigilant. Il faudra qu'on regarde d'un œil, et surtout aux politiques, laissez la CENI faire son travail, évitez de mettre le feu pour ne pas donner du prétexte à des gens, les 3e larrons qui ont tendance à ressurgir pour mettre le pays à feu. Le Congo n'en a pas besoin. Le Congo n'en a pas besoin. En tout cas, merci, cher monsieur, pour la qualité de ce débat. Merci beaucoup d'avoir pris part à cette émission de ce lundi 9 octobre 2023. Merci, chers téléspectateurs, de votre soutien inconditionnel. Vous êtes toujours là pour nous soutenir. La semaine a commencé. Demain, on va encore se retrouver avec d'autres invités autour d'autres questions d'actualité. Grande tribune d'aujourd'hui, c'en est fini. Portez-vous bien. À demain. Au revoir. La RDC est une et indivisible. Et la population est retournante, c'est qu'il faut tout arrêter
pour faire face à cette situation. Et que nous ferons de cette terre richement bénie un réel havre de paix, de prospérité et de progrès social.